2019, je dois être sur un trend à 80 millions. Après, il y a eu le Covid. Je suis redescendu en avril 2020 à 300 000 euros de chiffre. Le problème, c'est que là, tu as la même base salariale, tu as les mêmes coûts. Donc, j'ai dû faire un plan de licenciement. Comme je savais pas que ça allait durer aussi longtemps, ça a été un enfer opérationnel à gérer. C'est un métier entreprendre. Les gens ont du mal à comprendre ça. C'est un fantasme pour beaucoup de gens. Quand tu commences, tu as une dizaine de sujets à connaître bien. On va commencer par le recrutement, genre le truc, et tu dois te faire les dents, donc tu recrutes mal, et donc en fait, rien ne se passe bien. C'est une question de business model. C'est le seul truc qui fait qu'une boîte fonctionne, et malheureusement, c'est souvent le sujet sur lequel les gens focusent le moins. Je prends un Excel et je regarde si ça marche. La classe d'actifs la plus rentable du monde depuis 30 ans, systématiquement, année après année. Les gens ont l'impression que c'est risqué parce qu'ils comprennent mal le sujet. C'est, écoute-moi bien. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter sur le Déclic. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à nous partager un petit commentaire. Ça nous permet à chaque fois d'avoir des invités de plus en plus inspirants. Et si vous préférez nous écouter au format audio, sachez que c'est possible aussi pendant vos déplacements, vos sessions de travail ou même pendant votre sport. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute selon vos préférences, ainsi que des épisodes exclusifs ou simplement celui que vous êtes en train d'écouter. Merci encore, ça nous permet à chaque fois de continuer à évoluer. Et maintenant, on se retrouve avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné, je suis avec Thomas Rebaud. Comment tu vas ? Bonjour, très bien, merci. Ça me fait plaisir de t'avoir ici sur le plateau. Ça fait un moment qu'on essayait de planifier cet épisode. J'ai pas été très réactif sur ce sujet. À chaque fois, tu étais soit en déplacement ou autre. Et du coup, on a réussi. On y est et j'ai plein de questions à te poser. Mais d'abord, je vais te présenter, comme à chaque fois, je présente nos invités, cofondateur de Mero, devenu licorne en un peu plus de 3 ans après sa création en 2016, une start-up française spécialisée dans la photographie professionnelle et l'intelligence artificielle pour la retouche photo. Une société qui comptait plus de 1000 salariés en 2023 et un réseau de 58 000 photographes inscrits dans plus de 100 pays différents. On parle d'une croissance qui a été juste dingue, on en parlera en détail. Sous ta direction, Mero a levé plus de 300 millions d'euros jusqu'en 2020. En 2019, tu réalises la plus grosse levée de fonds tech en France. Tu quittes la direction opérationnelle de Mero ensuite en fin 2022. On va en reparler également. Et aujourd'hui, tu es cofondateur et CEO de la société AKA depuis janvier 2024, une plateforme d'investissement dans les startups tech destinée aux investisseurs particuliers. Tu as connu la gloire d'une licorne valorisée à plus d'1 milliard. Aujourd'hui, tu réécris ton histoire avec AKA, une fintech d'investissement en startup. Et on va découvrir ensemble les montagnes russes qui t'ont permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui. Bienvenue Thomas sur le Déclic. Je n'ai rien à ajouter. Magnifique. Petit démarrage en douceur, ton parcours, tes premiers pas en tant qu'entrepreneur. Quand on remonte vraiment tout au début, quelle image te revient de l'enfance, l'adolescence qui explique ta passion pour l'entrepreneuriat ? C'est des questions toujours dures. Je pourrais te la retourner. Est-ce que tu pensais faire des podcasts quand tu avais 15 ans ? Je pense pas. Donc c'est jamais très facile ces questions-là. C'est une question de culture familiale, je pense, principalement. Après, tu as plusieurs enfants. Moi, j'ai plusieurs frères. On n'a pas du tout fait la même chose. Donc tu peux te demander comment une même culture, une même éducation font avoir un médecin, un peintre et un entrepreneur, si tu veux. C'est pas leur métier, mais pour donner un exemple. Je sais pas, moi, j'étais fasciné par les entrepreneurs. Je pense que la première fois que ça m'a fasciné, c'était j'avais 8-9 ans. Entrepreneur et politique. C'est un peu deux types de métiers qui me passionnaient. Et donc, j'ai commencé à bidouiller à l'âge de 10-11 ans. L'impact des parents, c'est toujours important. Mes 2 parents ne sont pas salariés. Donc, il y en a un qui avait des petites boutiques de meubles et ma mère était dentiste. Mais on m'a répété à l'infini qu'il ne fallait pas de salariés. Il y a plein de petites phrases quand tu regardes un film, quand tu es en voiture, il y a un truc à la radio qui font « Oh non, surtout pas !» Tu sais, ces petits trucs de la vie, c'est pas du bourrage de crâne volontaire. Ouais. C'est la vie de tous les jours, c'est vraiment de la culture. Répéter à l'envi de l'âge de 2 ans à l'âge de X années quand je pars de la maison, je pense que ça façonne un cerveau. Voilà. Et ensuite, ce qui fait qu'il y a un mec qui est très bon en basket, l'autre qui est nul, avec le même entraînement, je sais pas, qui a un peu qui t'aide de base, et voilà. Tu dis, à l'âge de 11 ans déjà, tu commences à bidouiller. C'est quoi tes premières expériences entrepreneuriales ? Bon, comme tout le monde, tu vends des billes, tu te rends compte qu'en imprimant des CD, tu peux les revendre 5 balles. Si tu graves un truc, parce qu'à l'époque, il fallait graver des CD, tu pouvais télécharger des films, les vendre à des copains, etc. Tu te fais des trucs de tout le monde, mais tu commences à faire un peu de cash comme ça. Ça fait des micro-business, si tu veux. Puis après, j'ai commencé à faire du web, je devais avoir 15 ans. Même pas d'ailleurs, j'étais au collège. 14 ans, monter le premier forum pour l'école. Alors, tu monétises pas, mais tu commences à faire du trafic, ça t'intéresse. C'est le truc un peu que tout le monde fait. Après, tu pars en école, faut que tu taffes un peu, tes concours et tout. Donc, j'ai un peu taffé ça. Et puis, dès que la première occasion s'est présentée, j'ai commencé à faire du vrai entrepreneuriat. C'est quoi cette occasion ? En ratant d'ailleurs, comme bien souvent la première fois. J'ai monté une plateforme de
de pré-conso à taux zéro. Ok. Belle idée. Alors, étonnamment, belle idée, marketingement compliquée, parce que personne n'y croit. Ouais. Donc, tu as une espèce de barrière au moment de l'acquisition qui est un peu chiant. J'ai monté une boîte de crédit conso en faisant payer les vendeurs la commission que les intérêts du crédit coûtaient aux clients. Bref, c'est du cashback maquillé sous forme de crédit conso. Et ça n'a pas marché parce que j'étais nul. Principalement parce que l'idée est bonne. Je pense qu'elle est refaisable. Et j'ai fait ça pendant 2 ans et puis j'ai enchaîné. Voilà. C'est intéressant ce que tu partages parce que tu dis l'idée était bonne, mais j'étais nul, donc sous-entendu l'exécution était mauvaise. Ouais. C'est une des premières leçons finalement que tu prends de cet échec, ou il y a d'autres leçons que tu as pu prendre sur cet échec ou d'autres qui font qu'ensuite ça s'est plutôt bien passé? J'en ai retenu 2 trucs. Un, l'exécution. C'est un métier entreprendre. Hein. Les gens ont du mal à comprendre ça. C'est un fantasme pour beaucoup de gens parce qu'ils s'imaginent les 3 personnes que tu vois en une tête d'affiche. Ouais. Qui ont l'air stylés, donc c'est un peu fantasmagorique comme métier. Mais c'est un métier, donc quand tu fais de l'achat, du marketing, je sais rien moi, carreleur, quand tu carles un truc, 10 ans après, tu carles mieux qu'au début. Au début, tu fais plein de petites bêtises, ton carreau il est pas beau, voilà. Entreprendre c'est pareil. Donc quand tu commences, tu as une dizaine de sujets à connaître bien, quand tu entreprends, à commencer par le recrutement, genre le truc, et tu dois te faire les dents, et donc au début tes carreaux sont mal posés, donc tu recrutes mal, et donc en fait rien ne se passe bien. Ouais. Et il faut, au bout de quelques années, si tu as un cerveau bien fait, que tu mets de l'énergie, que tu as envie de travailler, etc., tu corriges. Et donc, quand tu as 40 ans, tu es meilleur qu'à 20. Quand tu as 30 ans, tu es meilleur qu'à 20 et tu progresses dans la vie. Quoi. Donc, c'est le premier truc, c'est que l'exécution, c'est bien plus important que l'idée. Tout le monde le sait, ça s'est répété un peu partout, mais je ne suis pas sûr que les gens, surtout quand ils commencent, s'en rendent compte vraiment à ce point-là. Donc, voilà. Et 2, l'ego. J'avais 25 ans, un peu d'ego. C'est bien l'ego, hein, ça drive. C'est bien, mais du coup, ça fait parfois prendre des décisions un peu débiles. Donc, il faut apprendre à le gommer. Typiquement, j'ai levé de l'argent, ce qui n'existait pas à l'époque. C'était en 2011, 2012. Donc, j'ai levé 200 000 € sur un PowerPoint, parce que je suis un bon vendeur. Et donc, j'ai levé ça, et puis j'ai claqué la moitié sur des pubs métro, dans le métro parisien. Donc, il y avait mon truc partout. Et donc, il y avait un rationnel économique derrière, dont je ne comprenais pas l'erreur ou la fausseté, parce que j'étais mauvais. Il me disait qu'il allait avoir X millions de personnes qui passaient devant, t'as bien 0,01% des gens qui vont... Bref, donc ça marche pas, comme tu le sais. Mais en plus de ça, c'était probablement teinté de beaucoup d'ego, où j'étais content d'avoir ma tronche, enfin c'est pas ma tronche, mais d'avoir ma boîte qui était plastifiée ou posée dans tout le métro parisien, etc. Et puis d'ailleurs, les gens te le renvoient. Hein. C'est trop bien. Bon. Du coup, il faut essayer de gommer ça fait faire beaucoup de conneries, l'ego. Voilà, donc j'ai enchaîné rapidement sur la deuxième boîte, et puis ces 2 sujets se sont améliorés, et l'ego, qui fait que je fais peu de podcasts parce que potentiellement, il y a 10 ans, ça m'aurait un peu fait kiffer de me voir ma tronche à la télé, mais maintenant je m'en fous. Et l'exécution, j'ai compris qu'il fallait la fermer, il fallait bosser sur les petits détails qui font que ça marche. Je rebondis sur un point, tu viens d'évoquer le fait que j'ai fait rapidement un PowerPoint, je suis un bon vendeur, je lève 200K. Ouais. Sauf que, 1, c'est pas à la mode à ce moment-là. 2, on voit pas tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Du coup, d'où vient l'idée? Où tu apprends ça? Comment tu fais? Parce que déjà aujourd'hui, avec ChatGPT, l'IA, tout ce qu'on voit, etc., c'est pas simple pour les entrepreneurs de lever. Alors, encore moins maintenant parce que c'est devenu moins à la mode qu'il y a de ça quelques années aussi. Mais ouais, comment tu t'y prends? C'est quoi les premières étapes? Et qu'est-ce qui fait que tu réussis là où beaucoup, malheureusement, n'y arrivent pas? Déjà, je pense qu'il y a 2 types de leveurs de fonds. Il y a les ops, j'appelle ça un ops moi, et les sales. Donc les ops, ceux qui exécutent, c'est un profil un peu ingénieur, qui aime bien craquer des sujets sur des Excel, etc. Et puis le sales, tu lui demandes de remplir un plan de commission de 3 lignes sur un Salesforce, il oublie de le faire 3 fois sur 4. Ouais. Donc c'est quand même un monde qui sépare beaucoup les deux. On peut parfois dire que les bons CEO ont les 2 cerveaux, les 2 trucs dans le même cerveau. Mais souvent, tu as 2 côtés. Le mec qui fait la data, les machins, les trucs, qui code, il passe des heures sur un écran noir à faire les trucs, qui pour moi est l'enfer. Et tu as le vendeur un peu margoulin qui sait vendre des tapis, mais qui derrière, aucune idée comment ça se fait, et puis derrière, il n'a pas envie de savoir, ça ne l'intéresse pas. Quand même 2 profils qui drivent le monde. Et donc moi, je suis ces profils, non pas margoulin, mais en tout cas vendeur. Et donc ça, je pense que c'est inné. C'est partie des métiers, moi, les vendeurs, où j'ai aucun problème à recruter des gens très 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 jeunes, sans études. Parce qu'on s'en fout un peu de ces études, et ça fait 15 ans que tu fais de la vente, que tu es bon en vente. Tu as parfois un sujet d'âge et de visage. Si tu parles à des clients un peu plus âgés, un mec de 18 ans, ça pose problème. Mais mis à part le sujet âge visuel, un mec de 18 ans peut et vendra toute sa vie bien mieux que l'autre qui a fait 40 ans dans la vente et qui te donne l'impression qu'il sait vendre. En fait, il a juste appris bêtement un truc, mais il ne l'a pas en lui. Quoi. Ouais. Donc moi, je suis de ce côté-là. Donc ça s'explique pas trop, ma presse était bien faite, je savais comment le pitcher, j'ai donné confiance, en fonction des profils, je sais comment m'adapter, et puis du coup à la fin je close mon truc. Quoi. Évidemment, toujours pareil, les années passent, tu mets un peu plus de process et tu structures un peu, donc tu es meilleur à 30 ans qu'à 20 ans, mais c'est un peu inné. Quoi. Et tu as le lever de fonds Ops,
qui du coup, lui, ne lèvera jamais sur un PowerPoint, ira très rarement, ça arrive pour d'autres raisons structurelles, ira très rarement survaloriser sa boîte en essayant de vendre une vision, un machin, etc. Et lui, en fait, il faut qu'il ait des chiffres en dessous de lui, puis les chiffres parlent un peu pour lui. Les chiffres, la tech, ce qu'il a déjà exécuté dans le passé. Je sais pas, c'est un mec qui fait des restaurants, il en a son 4e restaurant, on va regarder en fait, est-ce que les restaurants fonctionnent bien. Ici, il a un ratio de bénéfice sur chiffre d'affaires de 20%, ce qui est génial par rapport au reste des restaurants. Peu importe, je dis ça complètement au hasard, je ne connais pas les ratios de la restauration. L'investisseur, il va voir que ça a été bien exécuté, il va lui faire confiance. Il n'a pas besoin d'être un très bon vendeur. En revanche, s'il vient de commencer, il n'y a pas de restaurant qu'il a rien prouvé, très compliqué pour lui. Voilà. Et s'il veut survaloriser un peu pour lever plus, il ne va pas y arriver. Le vendeur, lui, dans sa levée de fonds, il va avoir des mauvais ratios de son restaurant, etc. Il va réussir à faire vendre qu'il a fait exprès d'avoir des mauvais ratios pour aller plus vite, et que donc il n'a pas 20% de bénéfices sur chiffre d'affaires, il est à -4, mais c'est parce que il va faire des courbes sur un Excel qui va montrer que sur le... Hop, il va quand même te faire la même levée, voire un peu mieux, alors qu'en fait, concrètement, ça marche moins bien. Voilà. Ouais. Mais l'investisseur va aller chercher ce côté un peu agressif de ce vendeur un peu ambitieux, en se disant, OK, lui, il a peut-être 4 restaurants, il m'explique pourquoi c'est pas des chiffres standards qui sont pour l'instant qui définissent ces restaurants, mais il arrive à me faire vendre qu'il va en ouvrir 40. Ça va me plaire en tant qu'investisseur. Différents types d'investisseurs. D'autres qui vont préférer le mec un peu plus mollo, qui exécute, qui est de la ferme, qui va passer de 4 à 8 en 5 ans, tu feras un x3, x2, x5, tu vois. Et donc, tu as 2 leveurs de fonds. Réponse longue. Tu as 2 leveurs de fonds. Moi, j'ai toujours été leveur de fonds avec de la gouache, de la vision, que je ne pense pas au demeurant fausse ou bullshit ou inventée. Je pense que c'est vraiment là où je veux aller, du drive. Et donc, je vais attirer un type d'investisseur qui cherche des grosses boîtes qui peuvent aller, tu vois. Chercher très gros. Voilà. Ça a ses points faibles aussi. Hein. Chaque truc a des points positifs et des points faibles. J'ai mes points faibles qui vont avec ce type de profil, pardon. Et après, tu peux aussi rentrer en hyperscale, on en parlera, où il y a ce que j'ai fait, du coup. Énormément, exactement. Il y a énormément de choses qui se passent. C'est quoi le chemin qui te mène justement à ce projet Mero où ça explose? Est-ce qu'il y a d'autres boîtes entre-temps? Tu vois, par exemple, Emilion ou autre. Qu'est-ce que ça t'apprend? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu te dis je vais y aller et la suite? Ouais, j'ai monté une boîte quand j'ai raté ma première boîte, j'ai monté une autre boîte qui s'appelle Digi, que j'ai revendu très bien, qui a très bien marché. C'était une agence, c'est classique, hein, tu montes un produit web, t'es nul, 2 ans après, bon, t'arrêtes, mais t'es moins nul, t'as quand même compris tout ce que les gens vivaient quand ils étaient nuls, et donc tu te dis, je vais les aider. Très classique, donc je suis allé monter très rapidement, je vais avoir 26 ans, là, une agence fort de 2 ans de référencement naturel, de DALS, de machin, etc., où même si j'ai pas réussi à exécuter jusqu'au bout, pour différentes raisons, j'ai très bien compris ce qui se passait, et donc je comprends la nullité d'un type de client. Donc hop, je vais là-dedans, hop, Facebook à l'époque. Facebook shoot 14 000 personnes complètement au hasard. Il y a quelques mecs qui me répondent et on y va et ça commence. Donc je monte une agence de production d'app mobile, etc., destinée aux entrepreneurs uniquement, notamment parce que je faisais pour eux les levées de fonds publics, parce que je finançais mes productions d'app mobile, etc., par la BPI qui j'accompagnais pour faire les dossiers, etc., tu vois. Donc focus entrepreneur web. Ça marche très bien, etc. Mais rapidement, je me rends compte exactement ce que je viens de te dire avant, que c'est pas comme si je ne vais pas faire une boîte énorme, si tu veux. Donc c'est pas trop mon truc. Ça m'a permis de faire mes premiers sous, parce que moi je suis resté chez mes parents jusqu'à l'âge de 30 ans, hein, quand même. Donc j'ai fait mon premier salaire qui était de 33K à 29 ans. Donc de 25, je suis sorti d'école à 24,5, 25, jusqu'à 29 ans, je n'ai pas fait un euro, pas parti en vacances, c'est là, pas une seule fois. Et donc j'arrive à 29 ans, et donc là je commence à vendre, puisque je sais vendre. Même si j'ai rien pour produire, je me démerde une fois que c'est vendu et on avance. Et donc là, je fais mes premiers salaires, je peux me payer 2500 € net, si tu veux. Ce qui, à l'époque, me semblait complètement dingo, d'ailleurs. C'est là où tu vois la valeur de l'argent qui évolue dans le temps. C'est que d'abord, tu es chez tes parents, tu n'as pas de loyer. Et puis ensuite, c'est quand tu n'as pas eu 1 euro, enfin, je travaillais en boîte de nuit, mais tu gagnes quelques centaines d'euros par mois. Et que tout d'un coup, tu prends 2500 €, tu as l'impression que tu vas acheter des montres et des trucs, quoi. C'est assez épatant. Voilà. Et donc, je me rends compte sur cette boîte qui m'a permis d'avancer, et c'était une belle étape de ma vie, que malgré tout, ça ne peut pas faire ce que j'ai envie, que l'ambition que j'ai. À côté de ça, il est en 2015. 2015, je regarde à la télé passer ou dans les échos ou dans les journaux Uber, Deliveroo, tu vois. C'est ça qui me... Bon. Et donc, je croise un monsieur qui s'appelle Guillaume Lestrade, qui vient d'ouvrir à Neuilly une petite agence immobilière de photographie, avec cette ambition
il se pose la question de faire un process qui standardise les prix, etc. de la photo. On se rencontre complètement par hasard. Non, parce que je lui vends ma presta de DJ de ma boîte en disant je vais t'accompagner, etc. Parce que j'accompagnais sur les business models, etc. Je faisais vraiment un package global. Je pense que c'était des sujets que je comprenais bien, que je comprenais bien, que je comprends encore assez bien. Et donc on a un fit direct. Et puis en fait, je me rends compte qu'il y a un truc à faire avec cette boîte. Et puis qui faisait quelques milliers d'euros de chiffre. Et donc, on shift. Je dis, mec, je veux reprendre la boîte, si tu veux, entre guillemets. Donc, je deviens CEO, je prends des parts, etc. Et puis, en fait, voilà, Guillaume, il restera encore un petit peu. Puis après, il va créer ses occupations. Donc, ça a commencé comme ça, très souvent, par une rencontre. OK. Et du coup, cette rencontre fait que tu connectes les points, vous connectez les points, vous lancez. Est-ce que tout de suite, l'idée telle qu'elle a été déployée, développée, puis après hyper scalée, existait comme ça ou ça a évolué? Ah non, pas du tout. Surtout au début, tu fais n'importe quoi. Non, mais ça, c'est vraiment le process normal. Les gens ont du mal avec ça. Je dis souvent qu'il faut, en anglais, donc en français, embrasser le chaos. Si tu veux, c'est bien le chaos. Moi, j'adore ça. Pas du tout. Tu pars par là, tout est faux. Non. Je suis parti sur un play, parce que c'est ce qu'il faisait, de scaler la photographie immobilière. OK. Bon. Encore une fois, je peux te faire un pitch. Tu vas te dire, c'est révolutionnaire. Dans les faits, ça l'est un peu moins, quand tu regardes ce qui se passe en dessous. Et donc, je me suis dit, complètement vrai pour le coup, enfin, Guillaume s'est dit d'ailleurs, ça vaut 300-400 balles, enfin, entre 200 et 1000 euros, une photographie immobilière. Je sais pas si tu as déjà pris une photo d'un appartement que tu as envie de vendre ou de louer. Les mecs viennent, c'était vraiment 1x5, ça dépend de la gueule du client. Tu sais pas combien tu as de photos, tu peux être 12, ça peut être 32. Il met une semaine ou 2 mois à te le rendre. Complètement, tu vois. Donc, tu dis, c'est quand même pas compliqué. C'est toujours des pièces carrées ou machin. On va mettre un petit process, on va leur enlever la retouche photo. Parce que s'il prend du temps, ils mettent des semaines parce qu'ils mettent de la retouche photo. On va le faire en interne, progressivement, à mettre de l'IA pour que ce soit automatisé. À l'époque, c'était pas un mot-clé aussi connu que maintenant. Et on va processer 12 photos, 75 euros, machin, etc. Donc on divise par deux les prix, et puis voilà. Très bonne idée. Bon, le problème, c'est que dans un business, ce qu'il faut regarder, c'est ton CAC sur LTV. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ont suivi sa formation, j'imagine que ça en fait partie. Il faut regarder le coût d'acquisition sur la valeur, sur la marge brute, la valeur que le client te rapporte dans le temps de vie qu'il passe avec toi. Si tu mets 100 euros de marketing à l'acquérir et qu'il t'apporte, mettons, 100 euros, bon, t'as pas fait, donc ça marche pas. Et donc, si tu apportes 100 euros et qu'il t'apporte, si ça te coûte 100 euros de lui parler à ce monsieur, donc il finit par devenir client, et qu'il t'apporte, mettons, 100 euros la première année, donc t'es at cost, puis 100 euros la deuxième, parce qu'il reste, puis 100 euros la troisième, etc. En fait, il reste 5 ans, il t'aura rapporté 500 euros de profit sur 5 ans, et là, tu te dis que tu as un business qui est cool. Dans l'immobilier, j'avais un problème de coût d'acquisition, donc le CAC, sur la lifetime value, donc la LTV que le client m'apportait, parce qu'on prenait beaucoup de temps à les démarcher, mais que derrière, ils faisaient des photographies que pour leur mandat exclusif, ce qui est un modèle bien français, qui n'existe pas partout ailleurs. Et donc, en fait, un agent immobilier, il a un mandat exclusif de temps en temps, genre 3 fois dans l'année. Sur ces 3 fois-là, une fois sur 3, le vendeur a déjà des photos. Tu vois. Et en fait, ton client, il te fait un shooting de peut-être 1 ou 2 shootings par an. Mais à 75 euros le shooting, allez, x2, 150 euros, moins tous les coûts que tu as en dessous, tu vois, il te reste 25 balles, tu n'as jamais remboursé ton coup d'acc. Ok. Donc ça marche pas. J'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte. Du coup, tu vends des packs de 10 shootings, 20 shootings, 30 shootings. Comme ça, tu prends en upfront beaucoup plus de cash qui peut rembourser tes coûts d'acquisition. Donc, au lieu de prendre 75 euros, tu prends 800 euros parce que le mec a pris 10 packs. Voilà. Mais ça t'améliore ton cash, ça t'améliore pas ton business. Parce que ton revenu, quand tu l'affiches sur un compte de résultat, tu l'affiches pas en cash. Donc, même si tu as vendu 800 balles sur 10 packs, tu n'affiches pas en janvier 800 euros. Ça, c'est ton cash. Tu affiches 800 euros divisé par le nombre de mois qu'il a pris à demander ses shootings. Donc, en fait, tu fais 800 divisé par, je sais pas, 12. Voilà. Et donc, j'avais un problème de business model. Donc, je suis parti là-dessus. J'ai été très agressif. J'ai pris une trentaine de stagiaires. Donc, j'avais moi, mon frère et 30 stagiaires. Ah ouais. Complètement illégal d'ailleurs. Qui appelaient du matin au soir tout ce qui ressemblait à un agent immobilier de près ou de loin. Donc forcément, tu fais de la vente et ça fait rentrer et ça a marché. Donc mes chiffres, on fait comme ça. J'ai réussi à le packager proprement pour aller lever des fonds. Encore une fois, je suis leveur de fonds. Et quand j'ai levé des fonds, je me suis quand même posé à table et j'ai compris que j'allais pas aller très très loin avec ce modèle, qu'il fallait que j'aille plus loin. Et donc j'ai orienté ça progressivement vers des trucs de B2B grand compte. Et en fait, je me suis rendu compte que le problème existait sur toutes les marketplaces dans le monde qui avaient besoin pour vendre, en fait, tout le monde, de Amazon à Airbnb, en passant par Uber Eats, ce que tu veux, qui avait besoin de montrer une image pour vendre en ligne. En fait, tous les business.
Et si c'est une marketplace un peu grosse, soit sur son pays, soit dans le monde, ils ont besoin à scale de prendre des photos et ça devient un enfer pour eux. Donc moi je suis avec une solution qui est 10 fois moins chère pour tout le monde. Tu appuies sur un bouton, j'ai envoyé 443 photographes en plein milieu du Pérou. Typiquement on était sur un peu plus de 100 pays, 111 pays, en 2022. Et donc il clique, il avait son brief, etc. Et ça balançait dans le monde entier. Et puis en 24 heures, il recevait tout dans un process bien fait, etc. Enfin incroyable quoi. Ouais. Donc j'ai signé à une vitesse grand V tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une plateforme web. Voilà. Côté Ops, on a un peu plus galéré à délivrer. Parce qu'il fallait être capable quand même d'avoir des photographes partout, etc. Il y a un point où tu viens de l'évoquer, c'est que d'un point de vue opération, c'est une autre affaire, c'est une autre histoire. Oui. Donc effectivement, tu appuies sur un bouton et là, boum, ton brief il est généré. Bon, tu as parlé d'IA, tu disais aussi que l'IA était beaucoup moins populaire qu'aujourd'hui, en tout cas le mot-clé. On est en 2016. Est-ce que tout de suite tu as cette vision IA? Comment te vient cette vision IA? Parce que c'était beaucoup moins populaire que depuis 2022, 2023, avec ChatGPT, etc. et tout ce qui arrivait. Et comment tout ça s'intègre entre la partie tech, la vision et la levée, le côté internationalisation et puis les opérations, l'exécution derrière. Parce que j'imagine que ce n'est pas fait en un jour, c'est plein de petites étapes. Tu as dû après structurer, recruter, tu n'as pas pu garder que ton armée de stagiaires pour devenir beaucoup plus gros, beaucoup plus structuré comme ça l'a été et faire une succession de levées de fonds et devenir aussi énorme que ça l'a été. L'IA, je l'ai vu tout de suite, premier jour. Et puis on en parlait avec mon cofondateur Guillaume tout de suite. Pourquoi? C'est une question de business model. Je suis un obsédé des business models. Je crois que c'est le seul truc qui fait qu'une boîte fonctionne. Et malheureusement, c'est souvent le sujet qui intéresse le moins les gens ou sur lequel les gens focusent le moins. Ouais. Je prends un Excel et je regarde si ça marche. Et je t'assure qu'il y a un vrai problème, un déficit de réflexion dans le 3/4 des business là-dessus. Tu vas monter une boîte de gym club, tu en ouvres 5. Ton business model ne fonctionne pas, tu t'offres 3 mois gratuits, machin, en fait ça ne rembourse pas, c'est pas bien pensé. Moi je suis obsédé par les business models. Et donc quand tu lances ce truc-là et que tu te rends compte que la retouche d'image, ça prend plus de temps que le shooting en lui-même, que c'est ce qui crée un bottleneck énorme dans toute ta chaîne de production. Un goulot d'étranglement. Un goulot d'étranglement énorme, toute ta chaîne de production, et que concrètement ça te coûte le 3/4 du prix du shooting. Tu comprends très vite que si tu veux garder ton prix à 75 €, il faut que tu automatises ce truc-là. Ouais. Voilà. Et donc je suis arrivé de 2016. Dès 2016, j'ai pris un premier mec qui s'appelait Léo pour commencer à regarder ce qu'on pouvait à minima semi-automatiser. C'était pas tout de suite de l'IA, avec des workflows. Puis progressivement, ça devient de l'IA. Pourquoi IA et pas juste l'approche statistique du sujet? Parce que l'IA, c'est un mot qui a été abusé à volonté et qui l'est encore. Parce que chaque image est différente et donc il faut une espèce d'algo, de bots qui viennent comprendre chaque image pour la retoucher différemment. Donc ça ne peut pas être un filtre comme Instagram ou des fils comme tu peux avoir sur des Adobe, Lightroom, Figma, etc. Donc il fallait faire une IA qui n'existait pas, c'était extrêmement compliqué. J'ai mis des années à faire des trucs que ChatGPT a sorti en 2023 et bonne soirée. C'est assez triste d'ailleurs. J'avais un floor énorme de mecs très très bons, de Français très très bons, pas que des Français d'ailleurs, en IA. Puis tu te lèves un matin et puis tadam, il y a des types à fond des US qui ont inventé qui ont utilisé une autre façon, une autre approche, la diffusion, et qui ont craqué ce que tu essaies de faire autrement depuis des années. Donc là, tu es content. Mais donc, non, on a commencé tout de suite. Après, le scale des opérations, c'est probablement là que ça, où il y a eu un petit sujet. Je me reprocherais quand même toujours de ne pas du tout avoir regardé ces sujets. Parce que tu recrutes et donc tu as des directeurs de vente, d'opérations, etc. Et puis en fait, j'étais assez loin de ces sujets-là. Et je pense que c'est un des petits trucs qui a fait qu'à un moment donné, ça a déconné. C'est parce qu'on réussissait à vendre, je sais pas, en Q2 2019, on a vendu, je crois, 60 millions sur un quarter. Je crois que c'est ça le chiffre. Donc, c'est te dire à quel point on faisait pouf. C'est-à-dire que 2 ans avant, on vendait 100 000. Ouais. 2 ans après, sur un quarter, je crois que c'est un quarter au semestre, je sais plus, mais je crois que c'est un quarter, on a vendu 60 millions, si tu veux. Je sais pas si tu vois la progression. Et en fait, ça n'avait pas exécuté. Donc, comme ça exécute mal, tu as les ops qui disent que c'est parce que les vendeurs vendent trop de trucs n'importe comment. Du coup, tu sais pas. Bon, et en fait, je suis pas rentré dedans. Et c'est une grave erreur quand tu es PDG, CEO d'une boîte. C'est d'avoir un angle mort et de pas regarder ça, sauf parce que tu fais trop confiance, sauf parce que tu n'aimes pas ça, ça te saoule, soit parce que, etc. Tu vois. Donc, il y a quelques sujets sur lesquels que j'ai laissé un peu de côté en mode c'est bien géré. Et puis, en fait, c'était pas forcément bien géré. Donc, mais effectivement, il fallait scaler les opérations et on a ouvert 100 pays en 18 mois, 20 mois.
On va y revenir sur cette croissance, et puis comme tu le dis, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais... C'est la phrase que je cherchais. Ah, parfait. Justement, par rapport à ce point, au tout début, quand tu as le projet, que tu commences à le pitcher, ces 300 millions levés, ça a été en plusieurs étapes. La première fois que tu le pitches, ou que tu en parles autour de toi, à tes proches ou autres, comment réagissent les gens au début? Très bien. Ouais. L'entrepreneuriat, à la base, faisait mal réagir. Okay. Encore une fois, tu te remets en 2012, post-école, je travaillais en boîte de nuit. Tu croises des potes qui sortent d'école aussi, qui sont en conseil. Ouais, bon. Et du coup, il y avait une réaction assez négative vis-à-vis de l'entrepreneuriat que tu n'as plus aujourd'hui. Et je dis souvent qu'une très bonne façon de s'en rendre compte, c'est en boîte de nuit. Typiquement, je reviens à la boîte de nuit. À l'époque, les mecs un peu show-off, ils avaient besoin de dire qu'ils étaient en conseil ou en banque. Maintenant, ils disent qu'ils montent une start-up. C'est comme ça que tu vois un peu le shift culturel vis-à-vis de ce sujet. Ce qui est très bien, hein, mais... voilà, donc à l'époque, ça c'était bien vu. En revanche, la boîte en soi était très bien reçue. Mais parce que l'idée était brillante. Enfin, genre, je te montre comment fonctionne. Tu ouvres Amazon, tu regardes des photos, je te montre des études qui te montrent que la même tasse de café, si tu la prends avec ton téléphone sous les pieds, elle se vendra à 2 € une fois sur deux. Et si tu la prends bien avec un setup, etc., tu la vendras à 4 €. Donc ça se comprend très très bien. Tu testes le truc, tu fais plein de campagnes, etc. Et en fait, tu dis, bah voilà, je suis celui qui permet sur des centaines, enfin sur des dizaines et à la fin plus de 100 pays, at scale, de faire exactement les mêmes shootings avec le même prix, le même truc, même machin. C'est révolutionnaire. Donc tu dis ça même quand tu n'as pas commencé à faire ça et que tu as trois types dans la cave qui partent en moto faire des photos, tu donnes ce pitch-là, tout le monde comprend. Voilà. Après, ça cache un peu de complexité, mais donc non, le pitch était très très bien reçu dès le début. Hein. Je me permets, je te pose une question parce que je suis sûr que certains qui nous écoutent se la posent également. Tu dis, tu mets ça sur ton pitch, tu as cette vision, tu commences à la pitcher, donc à la vendre et puis à lever des fonds. Et en parallèle, tu as 3 mecs dans la cave qui partent sur leur mobilette faire des photos. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont de la peine à vendre juste une vision. On peut apparenter ça au syndrome de l'imposteur, on peut apparenter ça à d'autres choses. Qu'est-ce que tu dirais à certains qui, à cause de ça, justement, revoient à la baisse leur ambition, revoient à la baisse leur capacité d'avoir de l'impact? Pour autant, ils ont vraiment un produit de qualité, ils ont vraiment une expertise, mais de par peut-être ces croyances ou cette peur ou cette gêne qui est assez francophone, assez française parfois, s'empêche d'aller là où ils pourraient aller. Il faut s'adapter à son interlocuteur. Tu peux pas vendre une vision. Bon, d'abord, la vision, il faut faire attention. C'est-à-dire que moi, je vendais une vision, mais je disais pas comme parfois. Donc, moi, je suis investisseur de métier maintenant. Comme je vois parfois, soit dans un slide, au deuxième slide, soit à l'oral, on veut devenir une licorne. Mes mots-clés comme ça, c'est vraiment ridicule. Ça, donc là, moi, je te dégage tout de suite, si tu veux. Sauf qu'en particulier, house. Vendre une vision, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Parce que tout le monde sait que d'abord cette phrase est ridicule, et puis deuxièmement, si tu mets sur un Excel année 1, année 2, année 5, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est complètement stupide. Peut-être que tu finiras par les faire, mais tu as tellement de chance sur 1 million, tu ne le pousses pas comme ça. Donc vendre une vision d'un monde, comme WeWork a pu le faire, d'un monde de freelance qui avait besoin de quelque part où s'asseoir, très bien, ça ne veut pas dire vendre des chiffres déraisonnables qui fait que tout le monde te prend pour un débile. C'est vendre une vision. C'est pas la même chose. Et deux, il faut s'adapter aux investisseurs. Tu as Index, Dominique Vidal, qui ne m'écoutera pas, mais qui est un des partenaires principaux d'Index. Index Venture, c'est un des plus gros fonds du monde et un ou deuxième gros fonds d'Europe dans la tech. Okay, il s'appelle Index Venture, donc un des gros partenaires très connus, il s'appelle Dominique Vidal. Quand il s'est posé face à moi, Dominique, tu vois que c'est un mec un peu ingé, il est un peu rustre. Bon, je lui ai parlé comme il aime qu'on lui parle. Donc j'étais beaucoup plus carré moi aussi, beaucoup plus posé. Je fais pas exprès, c'est pas un truc que tu t'inventes, hein, c'est un peu naturel, tu t'adaptes un peu au flow, tu vois. Et donc je me suis mis sur ses ondes, quoi, sa tonalité, je sais pas comment dire, mais à côté de ça, sa fréquence. À côté de ça, une personne qui est devenue mon ami depuis, Hugues de Brocourt, qui était le partenaire principal de GFC, donc le bras armé de Rocket Internet. Tu connais peut-être pour le coup, Rocket Internet, lui, il est beaucoup plus, tu vois, il veut voir des gens qui mangent du lion. Bon, j'ai mangé du lion, mais du coup, ça veut dire que lui, je lui vendais bien davantage là où je pensais que ça pouvait aller, parce que je comprenais qu'il allait pas me prendre pour un fou si je lui parlais comme ça, alors que Dominique, si je lui disais, dans 4 ans, on va être là, etc., il va me dire, mais calme-toi 2 minutes, je peux voir les chiffres de fin d'année, s'il te plaît? Tu vois, il va apprécier ça, mais donc je vais quand même tu le drops, hein, tu drops quand même, ils veulent voir des mecs ambitieux. Tu le drops quand même où tu penses pouvoir y aller, allez.
Et tu parles comme ça, tu fais bon, on n'en est pas encore là. Mais en vrai, je vois bien le truc se tirer. Si je vous montre le marché, etc., je pense on verra. Hein. Il y a un monde dans lequel on va là. Voyons. Ça, c'est Dominique. Hugues, c'est. En fait, c'est complètement délirant. Je sais pas si tu te rends compte. J'arrive à faire ça. En vrai, dans 3 ans, et j'ai du mal à voir comment on n'y arrivera pas. Dans 3 ans, on est 1000, machin, etc. Et lui, ça lui parle. Ouais. Voilà. Et donc, vendre une vision, ça ne veut pas dire n'importe quoi et vendre n'importe quel chiffre. Et deuxièmement, quand tu vends ta vision, tu es obligé de t'adapter à la personne à qui tu parles. Voilà. Et les gens font ces 2 erreurs tout le temps. Encore une fois, ma vie actuellement, c'est d'investir et d'accompagner les entrepreneurs. Donc, je passe mes journées à faire ça. Et donc, je le vois. Ils se trompent de vibe quand ils me parlent. Parce que, voilà, donc, ils vont soit être trop au-dessus, soit trop en dessous. Ouais. Alors, pourtant, le mec est peut-être très bon, mais il ne sait pas où s'adapter par rapport à l'image que je lui renvoie. Voilà. Et 2, ils vendent des visions qui ne sont pas des visions. Mettre sur un Excel 800 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 5 ans, c'est pas une vision, ça, c'est de la bêtise. Parce que ça n'arrivera pas. Et voilà. Donc. Excellent point. Justement, en 3 ans, il va se passer énormément de choses, grosse croissance. Et puis, après, tu vas passer à Aka, on va en parler dans un instant. Mais est-ce que tu peux nous faire une rétrospective rapide des différents chiffres et de la croissance en 2016 et 2019, notamment avec les différentes étapes de levée de fonds? Est-ce que c'est grâce à ces levées que derrière cette croissance, ou c'est la croissance qui permet ces levées, ou c'est un cercle plutôt vertueux? Ça peut être intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent de façon à comprendre la réalité de cette hyper croissance qui a été cette aventure. Ils viennent de trouver que l'œuf avait été sorti avant la poule, hein, il me semble, il y a quelques temps là. Est-ce que c'est l'argent qui permet d'être très rapide ou très rapide pour avoir de l'argent? Je pense qu'il faut être très rapide pour avoir de l'argent et après tu prends du... mais il faut être très rapide à frais zéro pour aller demander de l'argent et là ça fait ça plutôt que l'inverse. Ouais, les chiffres, je m'en souviens pas très bien, mais je suis passé en gros 2016. Je finis l'année, je crois, à... Alors je te parle en ARR, hein. Donc l'ARR, c'est le mois actuel x12. Parce que comme c'est de l'abonnement et des trucs comme ça, et bah, tu considères que tu le vois déjà tes 12 prochains mois. Et donc tu calcules en ARR, revenu annuel récurrent. Je crois que je le finis, donc année 1, quelque chose comme 400-500 000. Incroyable. C'est 2016. 2017, je dois le finir à quelque chose comme 2 millions, 2 millions et demi. Plus que ça, 180 par mois, 2 millions et demi. 2018, je dois le finir à 20, 25, un truc comme ça. Et 2019, je ne sais plus du tout, mais je lis le booking. Je pense que ça allait sur un trend. Au moment où je fais ma grosse levée de fonds de 230 millions, je dois être sur un trend à 80 millions, enfin, un truc comme ça, quoi. D'accord. Ouais. Voilà. Après, il y a eu 2020, il y a eu le Covid, donc on repart autrement, mais ouais, donc j'ai fait... Voilà. Et par exemple, en 2018, j'avais que 2 sales dans la boîte. Et entre 2018, donc novembre 2018, où je fais déjà quasiment 25 millions de revenus d'ARR à 2 plus moi, hein, le chiffre, on vendait. Et au moment où je clôt 2019, je recrute mon directeur des ventes qui s'appelait Fessal, qui s'appelle toujours Fessal. Je sais plus, on est 200 sales, quoi. Ah ouais. On est passé de 2 à 200 en 6 mois, enfin, c'était voilà, fait les cochons. Voilà, sur plein de pays, New York, Los Angeles, un peu de Brésil, Espagne, France. J'ai ouvert un bureau à Shanghai, à Bangalore, à Tokyo, enfin toi, bah. À ce moment-là, comment tu gères ton temps justement? Parce que tu voyages partout, tu recrutes, tu lèves des fonds, tu structures. Il y a peut-être plein d'erreurs qui peuvent être faites. Du coup, on doit se poser plein de questions, mais en même temps, tu n'as pas le choix, tu dois réagir, tu dois quand même prendre des décisions rapidement. Comment tu gères ton temps? Comment tu fais tout ça? C'est pas grave de prendre des erreurs, hein. Ce qu'il faut, c'est les voir rapidement et les killer vite. Shanghai, c'était une erreur. J'ai ouvert Shanghai. Tu te dis que tu as 1 milliard et quelques d'habitants, je sais plus 1,5 milliard, je sais plus aux maisons. Ils sont beaucoup. Et qui a un marché incroyable. Il y a plein de boîtes qui font exactement ce que je fais, des Airbnb, des machins, Amazon, etc., localement, qui font que en Chine. Je suis allé les voir. Terrible la vente en Chine, hein, je sais pas si t'as déjà fait, mais c'est horrible. Je suis allé d'abord, t'as des mecs du Parti communiste dans les meetings avec toi déjà, ça c'est folklore, premier degré, hein. Des mecs du Parti communiste avec toi dans les meetings. Et puis en fait, bref, ils te disent des trucs qu'ils font pas. Terrible. Mais ça avait l'air d'être une bonne idée, ça l'était pas, donc je l'ai killé 6 mois plus tard en ayant passé un temps fou et de l'argent. Le sujet, c'est pas de faire des erreurs, c'est de les voir rapidement. Ouais. Et notamment d'avoir du cash pour les faire. Donc quand tu veux aller très 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 vite, tu ne peux pas tout voir, être partout, etc. Donc tu structures ton temps avec des priorités. Tu sais qu'il y a des sujets qui sont moins bien faits, mais c'est pas grave. Tu sais qu'il y a des dépenses qui sont trop élevées sur certains sujets, parce que tu n'as pas le temps de tout checker.
bah, c'est pas grave, et tu acceptes ce buffer, cette marge de 20% sur plein de sujets. Et c'est pas grave, parce que la grosse priorité, c'est ton ratio de vente, ta marge brute globale, etc. Machin, et ça, faut que tu l'aies sous contrôle. Donc c'est ce que tu fais. Après, en termes de temps, c'était pas facile d'être mon conjoint, hein, ma conjointe, le cas présent. Parce que tu étais dans un avion tous les 3 jours, parce que les bureaux, il faut que tu les visites. Tu es en décalage horaire. Assez marrant, ça c'est un truc pareil en termes d'ego, genre de truc. Quand tu as 20 ans, tu as un peu le rêve du mec avec sa serviette, là, sa sacoche, dans un avion. Et puis un peu stylé, comme ça, qui va à Dubaï justement. Et qui voyage à gauche, à droite, tu vois, c'est un peu stylé, quoi. Et bah, quand tu le fais, d'abord, t'as pas de costard, t'as pas une sacoche, t'as un sac à dos. Bah, déjà, puis t'es en jogging parce que c'est des longs vols. Donc déjà, c'est un peu moins stylé. Et puis deuxièmement, en fait, ça te détruit le cerveau. Je sais pas comment ils font les PDG de Total et tout, qui font ça pendant 40 ans. Parce que dans un avion, tous les 3 jours, où tu voles 10 heures, 12 heures, 8 heures, t'as des décalages horaires de -6, +4, -3, +9. À la fin, t'es complètement allumé. C'est quand même un sacré délire. Donc, tu fais ça. Et donc, bah, tu partages ton temps comme tu peux, avec un focus. Moi, mon focus, c'était la croissance du revenu. Je pense que ça devrait être le focus de tous les PDG, de tous les CEO. Et donc, je me focalisais là-dessus. Voilà. En 2019, vous passez ensuite de 600 à 1200 employés en seulement quelques mois. Comment on vit une telle expansion, explosion de l'équipe? C'est quoi ton quotidien à ce moment-là, justement? Alors, tu as rapidement parlé de tes vols, etc., machin, mais au niveau des opérations, au niveau de la gestion, parce que tu gardes aussi le titre de CEO. Donc, finalement, CEO, c'est un peu le mec qui gère tout et qui prend les décisions partout. 1200 personnes, c'est énorme. Comment on gère ça? Je crois qu'on n'a jamais atteint 1200, on devait être légèrement en dessous. Ok. Je ne sais pas si on était 600 ou 700 ou 400 en début d'année, mais c'est dans ces ordres de grandeur, effectivement. De toute façon, en fait, tu les comptes pas. Enfin, évidemment, on avait tous les lundis, sur le bureau de Paris uniquement, parce qu'il y avait d'autres bureaux, tu avais 30-35 personnes qui débarquaient tous les lundis, hein, littéralement. Okay. Donc, tu mets en place des rounds de formation et tout. C'est très sympathique, en vrai, à vivre une fois. Et puis, c'est des bureaux, tu peux les trouver sur Google, mais c'est des bureaux, j'avais appelé ça le Safari. J'avais fait des bureaux opéra en forme de safari ultra stylé, ça ressemblait à ce que tu peux imaginer de Google. C'était une belle vibe, il y avait des centaines de gens debout qui parlaient, il y avait 58 langues différentes au bureau, du cubain au syrien, il y avait vraiment de tout. Et donc il y avait une espèce d'ambiance quand tu rentrais dans ce bureau qui donnait envie de... Voilà. Donc c'était très cool. Ensuite, oui, j'étais encore CEO, donc j'étais responsable des échecs autant que des succès. Le recrutement, c'est un truc clé. Après, quand tu as dit tu prends encore toutes les décisions, ça, c'est pas vrai. Si tout se passe bien, tu recrutes des gens qu'on appelle les fameux A-players, donc des gens vraiment, vraiment top, qui d'ailleurs sont aussi bons que toi ou meilleurs que toi dans ce qu'ils font, parce que c'est leur focus principal, et qui prennent des décisions pour toi. Ou en tout cas te les soumettent, mais une fois par semaine. Et donc, tu fais tes petits meetings où tu n'as plus qu'avec des données objectives, claires, sans émotion, qui implique je ne sais quelle vie de je sais pas qui, sur un deck, et donc il te l'explique et vous prenez la décision à deux. Et parfois tu les prends pas toi. Donc non, il y a on va dire 95% des décisions de la boîte que tu prends pas, parce que c'est trop en dessous. Monsieur qui est en train de faire du SAV ou qui est en train de faire des opérations data, sur ce tu ne sais même pas comment il s'appelle de toute façon, donc tu n'es pas en train de prendre des décisions pour lui. Tu prends les décisions à un niveau un peu au-dessus, et celles-là, on te les prémâche. Et c'est là où il faut avoir probablement, je ne sais pas si c'était mon cas, mais avoir un cerveau bien fait pour les business models et la compréhension données, Excel, etc. Parce qu'il faut prendre des décisions sur un tableau et 3 PowerPoint. Et donc la vie d'un PDG d'une boîte de 5 personnes, ou d'un DG d'une boîte de 5 personnes, qui a une menuiserie, j'en sais rien moi, qui gère ses salariés, et la vie d'un DG qui en a 12 000, c'est littéralement pas du tout le même métier. On a l'impression que c'est le même title, si tu veux, le même titre de métier, c'est pas du tout le même métier au quotidien. Sans parler des voyages, des machins, etc. Juste la prise de décision n'est pas basée sur la même chose, sur les mêmes critères. D'un côté, tu connais tout le monde, vous êtes 5, 10, 12, 15, 20, tu connais tout le monde, il y a une grosse partie humaine, tu comprends les sujets, tu les vois en temps réel, tu es en copie des mails, et donc en fait, voilà. De l'autre côté, tu vois plus rien, tu as des Excel, tu as des chiffres, des machins, etc. Il faut que tu comprennes précisément ce qui se passe au Brésil à partir de ces chiffres-là. Et donc il faut que les personnes qui te les remontent soient compétentes, et il faut que toi, tu aies la capacité de les comprendre à partir d'un Excel. Voilà. Je préfère bien davantage cette deuxième partie que la première, parce que, j'aime pas gérer les gens, je déteste ça, et deux, je trouve que plus tu es dans du business, plus tu prends les décisions sans affect, et meilleur t'es. Parce que l'affect, c'est vraiment ce qui te détruit des boîtes. Le fait que tu n'oses pas licencier, le fait que ceci, cela, ça te détruit des boîtes, ça. Et donc, plus tu es loin du business, moins tu connais les gens, machin, plus en fait, tu n'es ni méchant ni gentil, tu ne sais même pas d'ailleurs à qui ça concerne comme décision, tu es juste pragmatique. Ça déconne, il faut qu'on augmente ça, il y a un problème ici, là-dessus, etc. Tu es pragmatique. Et donc, moi, je trouve que ça me rend meilleur que quand je suis avec 5 personnes et que là, tu as beau ne pas le vouloir, tu as fait comme tout le monde, et puis il
faut prendre des décisions un peu dures et tu les prends 3 mois plus tard, tu es en retard, machin, etc. Un truc catastrophique, quoi. Cette approche très data-driven, tu l'as eu dès le premier jour, tu l'as toujours eu? Bah non, parce qu'au début, j'ai business model, oui, dans ma tête, c'est un truc majeur. Mais, et donc, je regarde les données, les BP, j'ai toujours travaillé les BP. Je passe encore ce matin, avant de partir, je suis arrivé une demi-heure en retard. Mais c'était pas à cause de ça, mais j'étais sur un BP ce matin, de ma boîte, ma nouvelle boîte, là, parce que j'ai un problème pour en parler si tu veux, mais j'ai aussi un petit problème de business model qu'il faut que je craque, là, en ce moment. Et donc, je regardais le truc, ça fait 50 fois que je regarde le même onglet, et puis je prends des hypothèses, je fais OK, mais si on monte le revenu de 3%, et toi, je tente de le craquer. J'ai toujours été comme ça. Maintenant, au quotidien, quand tu as 4 clients et 3 personnes dans une cave, c'est pas dans une cave, mais ça ressemble à peu près à ça quand même en 2016, tu n'as pas besoin de. Faut aller vendre, et puis c'est tout. Tu connais tous les suites, tu es en copie de tout, il n'y a rien. Et, du coup, tu n'as pas besoin de donner. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des CEO qui sont très mauvais, qui sont très bons à 10, 20, 30 et qui deviennent complètement nuls à 200. D'ailleurs, il y a des CEO à 2000, le PDG de Total, je pense qu'il serait moins bon que moi dans ce que je fais aujourd'hui. Est-ce qu'en revanche, il n'est pas 50 fois meilleur que moi, toi, machin, dans ce qu'il fait lui aujourd'hui? C'est pas probable. Parce que lui, il a un cerveau bien fait pour gérer 200 000 employés c'est pas du tout le même métier. Et donc, il y a des PDG qui rentrent dans des scale-up, dans des boîtes de start-up en série B, série C, qui sont déjà 100. Ça, il sait très bien faire. Par contre, le mec n'a jamais monté une boîte de sa vie. L'entrepreneur, tu vas être entrepreneur et PDG, c'est pas le même métier. Quand tu arrives à savoir faire les deux, tu peux passer, comme l'a fait Airbnb, de zéro à IPO, à entrer en bourse, et être toujours la même personne. C'est hyper rare. Souvent, les gens sont des bons entrepreneurs, ils ne sont pas des très bons PDG, donc dès que la boîte devient trop grosse, s'ils s'en rendent compte qu'ils sont intelligents, ils le font eux-mêmes, sinon ils se font virer par le board ou je sais pas quoi. Voilà. Et donc, de mon côté, moi, je vois que j'arrive à faire les deux. Je préfère la deuxième phase que la première. Après, je sais pas où je m'arrête. Je connais pas ma limite. Peut-être que passer je sais pas, j'en sais un centaine de millions d'euros de chiffre, peut-être qu'en fait, mon cerveau, il commence à mal processer les données, qu'il y en a trop, que je galère à réfléchir et qu'un ingénieur mieux fait, je sais pas, je l'ai pas encore vécu. Ce point que tu partages, il est hyper important parce que ça touche l'entrepreneur dans sa carrière, mais aussi sa capacité à recruter les bonnes personnes au bon moment. Parce que parfois, on va juste se dire, ce CV, génial, il était dans une boîte 3 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois plus grosse que moi, c'est une aubaine qui postule ou qui a envie. Mais en réalité, il n'est pas du tout adapté. Pas du tout. Le process va pas... Ouais. Tu me demandais tout à l'heure les apprentissages qu'on a eus, que j'ai eu. Je t'ai dit l'exécution, dans l'exécution et le recrutement. C'est vraiment le truc le plus important, le recrutement. Et je continue encore à faire des erreurs d'ailleurs, mais le recrutement, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et typiquement, avec un peu d'ego, tu as 28 ans, tu lèves un peu d'argent, tu te dis, il me faut un mec fort en sales, opérations, etc. Et donc là, tu recrutes des CV. C'est dans un que j'ai pris un mec très très élevé chez Dell, que j'ai mis en directeur de vente, les quelques stagiaires et CDI que j'avais à ce moment-là. Catastrophe. Avec des process qui étaient complètement décorrélés, etc. J'ai pris après un directeur marketing très sympathique, qui venait de grands groupes. Catastrophe. Tu vois, à ce moment-là, tu veux un mec exécutant qui est capable à la fois de l'idée de 2-3 personnes, mais qui surtout te pond de l'exécution, vend lui-même, fait ses propres trucs, etc. Catastrophe. En plus, la culture entreprise, quand tu viens de chez L'Oréal et que tu débarques dans une boîte où tu as 14 stagiaires, tout le monde a 25 ans, les shots marchent pas, etc. Ça marche pas. Donc en plus, les mecs, il y a un chaos ambiant dont je t'ai parlé, ce mot-là dont je parlais tout à l'heure, qui leur va pas du tout. Donc, une catastrophe. Donc, mais moi, j'étais content d'embaucher le directeur j'ai pris en finance des MD, donc des postes très, très, très élevés en banque d'affaires et tout. Puis moi, les mecs avaient 10 ans de plus que moi, et c'est là comme ça. Voilà. Catastrophe. Donc, t'apprends. D'abord, t'apprends à arrêter d'imaginer que c'est cool d'embaucher des gens cool, déjà. Et puis deux, tu fais bien de le dire, il faut embaucher des gens qui correspondent à l'état de ta boîte. Ouais. Voilà. Et en deuxième réponse, je dirais qu'il ne faut surtout pas les appeler avec des titres qui ne correspondent pas à ce qu'ils font. Donc, typiquement, un COO, comme on dit dans l'univers tech de l'entrepreneuriat, on anglicise les mots. Donc un directeur des opérations COO, c'est du C-level, ça veut dire Chief of. Donc c'est les mecs qui sont en haut de la chaîne, quoi. C'est COO, CTO, CPO, hein. Alors qu'en fait, ils gèrent 3 personnes. C'est pas du tout un COO, c'est un operation manager, c'est un manager d'opération, parce que tu fais pas du tout un COO, si tu veux. Et donc si tu fais ça, d'abord, lui, il va aller sur salary.com, puis il va regarder les salaires, il va te demander 2 fois plus, déjà 1. Puis 2, derrière, quand il sera plus le taf, tu ne pourras plus le virer, puisqu'il est déjà en haut de la chaîne, donc tu n'as pas le droit de redescendre les mecs, etc. Donc tu pourras pas, donc faudra le sortir, pardon, tu pourras pas le mettre un mec au-dessus qui sera un vrai COO que tu auras recruté, parce qu'il y aura un conflit, etc. etc. Donc il faut pas se tromper quand tu es entrepreneur. Disons qu'entrepreneur, c'est la boîte à moins de 3 ans et la boîte à moins de 50 employés. Disons que c'est ça, entrepreneur. Après, tu passes dans un autre cap, même si tu entreprends, c'est pas tout à fait la même chose.
Tu faut surtout pas prendre un mec qui a fait Salesforce ou je sais pas quel. Tu vois. Ouais. Et ça marche dans tous les business. Tu montres un restaurant, tu prends pas le mec qui dirige, j'en sais rien, Hippopotamus. 400 restaurants, ou je sais pas combien ils sont, 200 restaurants, et qui gère les opérations, alors tu ouvres ton premier restaurant, que tu as un mec qui a besoin que la cuisine fonctionne bien. Tu prends un mec qui a déjà géré une cuisine, tu vois, ou qui a déjà géré un restaurant qui mélange cuisine et service, et that's it. Tu prendras ce mec-là quand on aura 8 des restaurants. Tu vois, donc tu prends le mec un peu en avance de phase, comme ça tu sais qu'il peut t'accompagner dans la croissance avec un savoir que tu n'as pas, mais c'est tout. Au début, quand tu as un peu de cash, pour ceux qui font des levées de fonds, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est souvent des erreurs qu'on fait. Ouais. Complètement. Et ensuite vient le Covid en 2020. Là, on a compris le business model effectivement, donc il y a la croissance liée au digital, l'automatisation, l'IA, etc. Mais finalement, ça reste un business avec une interaction physique. Et donc, tu as la croissance, et la Covid. Comment ça se passe? Tout de suite, tout s'arrête du jour au lendemain? Je suis redescendu en avril, j'aimerais avoir mes chiffres devant moi, mais je suis redescendu en avril 2020 à 300 000 euros de chiffre d'affaires. 300 000 euros de chiffre d'affaires alors qu'il y avait... Je ne sais pas combien on était à ce moment-là, mais on était en dessous de 100 millions, mais bref, c'était... bon. Donc 300 000. Bon, alors, le problème, c'est que là, tu as la même base salariale, tu as les mêmes coûts, tu as autant de bureaux, etc. Et ce qui a été terrible pour moi là-dessus, ça a été plusieurs choses. Covid. Ensuite, j'ai eu l'effet prolongé du Covid, parce que comme j'étais encore une fois, précisément, j'étais dans le Covid, 111 pays, c'est vraiment un truc que je retiendrai toujours, parce que le chiffre est facile à retenir, il y a 3-1. J'étais dans 111 pays, j'exécutais dans 111 pays. En fait, le Covid, pour moi, a duré quasiment 24 mois, quoi. Un peu moins. Parce que quand la France était plus ou moins arrêtée, en fait, en Inde, on fermait tout, on rouvrait, puis après, c'est la Thaïlande, puis le Japon, puis machin, etc. Et donc, moi, j'avais toujours un problème. Et donc, ça a été un enfer opérationnel à gérer, et surtout, ça a été une cause de burn. Donc, burn, c'est le mot anglais pour dépense de cash. Tu burns de l'argent, tu brûles de l'argent. Et donc, ça a été un vrai sujet. Donc, j'ai dû faire un plan de licenciement. Encore une fois, c'est la vie. Et on a essayé d'accompagner très bien tout le monde. Et donc, c'est pas grave en soi, tu vois. Mais comme je ne savais pas que ça allait durer aussi longtemps, j'en ai fait un premier, puis un deuxième. Bon, là, ça devient un peu chiant. Voilà. Du coup, je me suis mis à racheter des boîtes. Et c'est ce que Miro est devenu peu de temps après. Je me suis dit, OK, c'est people intensive. Donc, désolé, je mets des mots anglais, mais c'est vraiment comme ça que ça s'appelle dans mon métier. Donc, ça dépend de gens. Et donc, ça se scale moins bien, ça peut croître vite moins bien. 2, en fait, c'est du marketing pur et dur. Et dès qu'il y a une crise, les gens coupent le marketing. Donc, moi, en fait, j'étais une dépense de marketing. C'est rendre beau les produits que tu vends en ligne. Et bon, il n'y a plus de cash, le marché, la guerre en Ukraine, le Covid, etc. On va diminuer ça, on va les rendre un peu moins beaux. Donc, hop, moi, mes budgets sont coupés. J'avais des boîtes qui me payaient 5 millions. Tout d'un coup, ils me disaient, on va garder pour les produits importants. Mais juste 500 000 euros cette année. Paf, moins 10, enfin, divisé par 10, tu vois. Voilà. Et 3, accompagner cette baisse de commandes des coûts fixes qui, eux, étaient les mêmes, donc mes marges, elles baissaient, donc c'était un peu l'effet ciseau, compliqué. Et donc, j'ai racheté 2 boîtes en 2021. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je devienne un cran au-dessus, que je passe à la vitesse du dessus en termes de digitalisation. Et donc, je suis allé acheter des softwares qui répondaient à la même promesse, qui était rendre plus beau ce que tu vendais, sans passer par la case humaine photographe. Et donc, en pure IA. Alors aujourd'hui, ça paraît très naturel parce que depuis ChatGPT, puis après Midjourney, etc., tout le monde a fait. Et puis ça paraît, genre, on a même oublié, mais genre en 2021, 22, 23, ça n'existe pas. Hein. Et donc je suis parmi les précurseurs. Ça fait des années que je travaille là-dessus. Et je me dis, je plug des trucs de solutions d'A/B test. Encore une fois, désolé pour ceux qui font pas de web, c'est un peu chiant, mais qui permettent de tester en parallèle ce qui marche pas. Et j'arrive à prouver que en augmentant juste avec de l'IA la qualité de la photo, la lumière, le machin, etc., j'augmente de 20% tes ventes sur une page Amazon. Je pluguais ça là-dessus et du coup, je vendais mes softwares. Voilà. Donc, j'ai racheté 2 softwares là-dessus. C'est ce qui fait aujourd'hui d'ailleurs le succès de ce qui continue. Parce que je suis parti en 2022. Voilà, mais ça, c'était lié au commentaire que tu as fait, qui est, bon, c'est quand même sympathique, il y a eu la Covid. Puis derrière, j'avais quand même plein d'humains à gérer, parce qu'on était 1000 et quelques dans la boîte. Mais après, j'avais des dizaines de milliers de photographes à gérer. Donc, ça crée des structures quand même très lourdes. Pas facilement optimisable, et donc je savais que pour passer un cap, il fallait que je digitalise encore davantage. En combien de temps tu t'es dit je vais pivoter, je vais prendre cette décision de racheter ces 2 logiciels, puis ça prend, parce qu'il faut les intégrer, enfin il faut les acheter, il faut prendre la décision, il faut les trouver, il faut les acheter, il faut les intégrer, il faut les déployer. C'est pas simple. Quand on raconte l'histoire comme ça avec 3-4 questions et autres, et en 5 minutes tu m'expliques la chose, ça paraît logique, et puis on se dit
bien joué, c'est top, et puis maintenant, effectivement, ça fonctionne. Mais quand tu es dans les tranchées sur le terrain, que tu as 1000 salariés, que tu burnes du cash à fond, embrûlé, là, pour 2020. J'imagine, ça doit renvoyer. Tu sais pas, en plus, c'est incertain, parce que tu sais pas si le Covid va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tout à fait. 5 ans. Tu as des dizaines de milliers de photographes partout dans le monde qui, en plus de ça, ils comptent aussi sur la plateforme peut-être pour trouvez-moi une solution, les gars, il faut que je m'en sorte. Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu prends ces décisions à ce moment-là? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Et puis, quel est ce processus? Parce que finalement, si on rentre un petit peu plus dans le deep de ce sujet avant de rebondir après sur le fait qu'effectivement, en 2022, après, tu prends la décision de quitter l'aventure et puis après, tu lances Aka, ça peut être intéressant de creuser ce sujet. Ouais. Comment je prends la décision en une seconde? Mais je la prends quand? Je la prends quand le Covid français ou européano-américain, si tu veux, commence à s'améliorer un petit peu. Fin 2020, il y a un peu de confinement le soir, mais j'ai quand même le droit en journée de travailler, parce que j'ai pas le droit de travailler, etc. Et que les budgets marketing ne reprennent pas ou prennent du temps à repartir. Et un jour, je me fous dans mon bureau, je regarde les trucs comme ça, je fais... Mon ami, si tu continues comme ça, Miro aura toujours une excuse pour sous-performer, parce qu'il y aura toujours une crise, et les budgets marketing, je dépendrai des effets conjoncturels, de est-ce que la Russie arrête de trucs, et puis Moyen-Orient, et puis etc. Puis il y aura toujours un problème. Et donc en fait, je me suis reposé sur le business model, je regardais mes chiffres, puis il y a un problème. Donc j'ai pris la décision en une seconde, je me suis dit, il faut que j'ai une BU ou des BU à minima, des business units, des départements, qui se mettent sur du software pur en ligne, sans intervention humaine. Et une fois que c'est fait, j'ai appelé mon conseil d'administration, enfin non, mon CODIR, mon comité de direction, pardon, parce que je l'ai fait sans mon conseil d'administration. Je vais expliquer pourquoi. Et je leur ai dit, guys, j'ai fait un petit PPT de 2 minutes, je fais, voilà le problème, voilà, etc. Vous n'avez pas vu ça, mais je vous montre ça. Si on continue comme ça, on va avoir un problème, même si on a plein de cash dans 3 ans, donc en fait, on doit passer là-dessus. On ne peut pas le faire nous-mêmes, ça va nous prendre 30 ans de recruter 40 tech, 40 devs pour le faire, etc. Il faut qu'on rachète des boîtes. Donc voilà le mandat que j'aimerais que vous exécutiez. Il me faut des boîtes dans tel secteur, etc. Et on est parti. Et donc j'ai une personne, de mémoire c'était Max Lévy, qui allait scouter. Je mets beaucoup trop de mots anglais, je vais finir sur des TikTok de Paul Lydie, je ne sais pas si tu connais. Non, tu ne connais pas? Terrible. Mais bon, ouais, c'est comme ça. Scouter, c'est quand tu fais une recherche... sur Internet, plus global. Ça s'appelle un scout, tu scout. Et donc de rechercher ce type de truc avec des boîtes qui valaient moins de... Le mandat, c'était des boîtes qui valaient moins de 30 millions. Donc j'en ai racheté une de 20 typiquement, et une en dessous de 10. Et on y va, quoi. Et après, il y a des trucs qui tombent, on envoie des mails, je fais les premiers calls, etc. Et quand j'ai un truc solide, je vois que ça fait du sens, là, je suis allé parler à mon board, conseil d'administration, ou ça, tu as des investisseurs qui valident ou pas. Tu n'es quand même pas tout seul, on n'en parle pas beaucoup, mais tu n'es pas tout seul. C'est toi qui mènes la barque, mais tu as quand même des gens à convaincre au-dessus de toi parce qu'ils doivent voter avec toi. Bon. D'ailleurs, ils ont fait 2-3 erreurs. Ils m'ont mis des vétos sur des projets, je pourrais en parler, qui malheureusement auraient dû s'exécuter. Ça aurait été cool. Notamment sur des rachats. Bref, et donc ce rachat-là, ils me le valident. Et donc, je leur présente une cible que je veux racheter. Plusieurs cibles, d'ailleurs, 2 cibles que je veux racheter. Les valos que je suis en train de négocier, le rationnel, combien ils font, etc. Pourquoi je fais ça? Où est-ce que je projette la somme de eux plus de nous? C'est quoi les synergies, etc. Et je leur présente un truc de 150 pages qu'ils n'ont pas vu venir, en disant, voilà, je travaille dessus depuis 6 mois, un peu de mon côté pour pas faire du bruit pour rien et venir avec quelque chose de tangible à vous présenter. Voilà, ils ont validé, puis on a racheté, et puis allons-y, quoi. Voilà. Et justement, tu évoques ces différentes phases et puis les vétos qui t'ont mis en place. Sans rentrer dans les détails, ce qui est intéressant, c'est que quand tu lèves des fonds, il y a un avantage, c'est que tu vas pouvoir croître, scaler rapidement et autres. Tu as aussi un soutien, un support, donc il y a plein d'avantages en réalité selon la vision, l'ambition du projet, mais tu perds aussi ta capacité à prendre tes décisions par toi-même. Tu perds une certaine liberté, tu perds une certaine capacité de choix au global. Toi qui l'as vécu au plus haut niveau ou parmi les plus hauts niveaux assez rapidement, c'était en plus une de tes premières expériences à ce niveau-là, qu'est-ce que tu en ressors et que tu pourrais partager à ceux qui nous écoutent et qui hésitent finalement entre lever des fonds, pas lever des fonds, rester en mode bootstrap et libre? On ne peut pas tout avoir comme ça dans la vie. Donc chaque décision vient avec son plus et son moins. Si tu veux accélérer ou si tu as juste un problème de cash, peu importe, si tu as besoin d'investissement, ça vient avec une contrainte. Moi, mon métier, encore une fois, aujourd'hui, sur Aka, je suis investisseur professionnel, donc on investit 500 000 à 1 million toutes les 2 semaines. Et je propose à des investisseurs particuliers comme toi de rentrer dans l'aventure pour investir dans la tech. Je pourrais expliquer pourquoi après.
Un des trucs que je dis, c'est que j'ai un poids dans l'entreprise dans laquelle je rentre. Et donc, j'ai un poids dans l'entreprise dans laquelle je rentre. Pour l'entrepreneur, c'est chiant, si tu veux. Mais on n'a pas rien sans rien. Si tu me files demain, tu as mis un peu de sous de côté et tu me files 1 million, et tu mets 1 million là-dedans, par exemple, tu vas vouloir voir 2 minutes ce qui se passe quand même. Si tu veux. Et je pense que tout le monde à son échelle peut le comprendre. Celui qui peut mettre que 5 000 euros ou que 2 000, ou celui qui peut mettre que 25 000 euros, c'est un peu les économies, il a 34 ans ou 44 ans qu'il a mis de côté. Le reste, c'est parti en immobilier, etc. Il a gardé un peu ça, il me file 10K, 10 000 euros, tu vas vouloir voir ce qui se passe. Bon, les fonds d'investissement, ils filent des centaines de millions d'euros. Et puis c'est structuré, il y a des avocats, etc. Bon, donc forcément, ça vient que sur l'autre contrainte. Une des contraintes, c'est qu'ils ont des droits de veto, ou qu'ils ont des droits de vote, ça dépend, sur les décisions, notamment pour éviter que tu te prennes une Porsche et 3 immeubles. Non mais c'est complètement ça, en disant, pour la boîte, c'est important que je sois en Porsche, c'est moi qui représente. Il y a plein de gens qui font ça. Et donc tu mets un petit logo tac-tac derrière la voiture, tu prends une petite Porsche de 200 000 balles. Donc ça, ils ont forcément un truc de contrôle. Et donc il y a plein de trucs comme ça qui sont en fait réglementés. Ton salaire, tu peux pas faire ce que tu veux. Et puis des décisions, on va te dire, au-dessus pour embaucher un salarié qui a au-dessus de, je sais pas moi, 100 000 euros de salaire, décision de board. Donc toi, quand tu fais le truc, tu fais non, les gars, c'est impossible, ça va me mettre les menottes, j'ai besoin d'embaucher 4-5 mecs, je vais pas passer par vous, donc tu montes le palier de 100 à 120, peu importe. J'ai des chiffres au pif. Voilà, et donc oui, ça passe par ça. Racheter une boîte, ça passe par ça. Placer de l'argent, comme je voulais le faire, ça passe par ça. Prendre de la dette, ça passe par ça. Rechanger, pivoter, machin. On pivote quasiment tous les mois dans une boîte, finalement. Tous les ans, j'imagine que toi, l'année dernière, ça c'est pas. Tu as peut-être changé de personne que tu as interviewé, ou alors c'est pas même si toi, tu t'es rendu compte qu'il fallait faire un travelling. J'en sais rien. Tu fais des micro-petits changements, si tu veux. Très sympathique ce travelling. Tu fais des micro-petits changements, et là, il faut que tu passes en board. Mais t'as pire que ça, hein. T'as le board. Et tu as le conseiller d'entreprise, le comité d'entreprise. Des deux côtés, tu es contrôlé. Le comité d'entreprise, il valide plein de trucs aussi. Donc ça, c'est les représentants du personnel qui ont leur mot à dire sur plein de sujets aussi. Donc tu as les deux en même temps. Surtout en France, quand tu as autant de salariés, etc. C'est terrible. Enfin, ça part d'une très bonne intuition, d'une très bonne intention de la part d'anciens gouvernements, que les gens aient une voix au chapitre. Tout à fait normal d'ailleurs. C'est pas très bien exécuté malheureusement, le diable est dans les détails, et à faire trop de lois, ça se complique un peu, donc ça devient rapidement terrible cette affaire. J'avais regardé, ils ont changé les ratios là, bon je digresse, ils ont changé les ratios il y a quelques temps, là maintenant il faut 11 employés pour avoir un premier représentant du personnel. Avant c'était 50, il y a genre 2 ans, 3 ans. Donc j'avais regardé ça, je suis plus tombé sur un truc des Échos, il y avait 2,5 fois plus de boîtes de 49 employés que de 50. Les mecs, ils voulaient pas passer à 50. Voilà, donc non, t'es contrôlé, donc oui, quand tu grossis, ça vient avec beaucoup de plus. Tu as quand même du cash pour faire un beau bureau, pour embaucher des gens hyper compétents et pour en fait exécuter tes rêves, si tu en as. Et à côté, tu as un mec qui vient te taper sur la tête si tu fais n'importe quoi. Et c'est normal. Et en 2022, tu quittes le rôle de CEO. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce choix, cette décision? Est-ce que tu la prends? Est-ce que tu l'as subi? Comment ça se passe? Non, je la prends. Bon, j'ai vu quelques conneries sur Internet parce que évidemment les médias sont toujours prompts à dire n'importe quoi. Mais non, pas du tout. Je m'en vais. Comment ça se passe? La première fois, je crois que je vois Euraseo qui était à mon board. Et ça fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, donc on était en haut d'une croissance de fou. On a pris un drop très élevé, très dur, très raide de croissance. Puis ça repart. Avec des chiffres, on s'adapte à la situation mondiale. Mais en fait, j'ai déjà fait ça. Et ça correspond moins bien à mon cerveau. Et donc, les chiffres de croissance que je vois, je les ai vus. Ces chiffres d'affaires, je les ai vus. C'est marrant, j'ai déjà vu ça en fait. Donc, ça ne m'excite pas. Et je me rends compte en 2022, début 2022, que en fait, je commence à pointer au bureau. Il y a un jour, je me fais la remarque. Genre, je commence à partir déjà à 19h, 19h30. C'était pas trop mon truc avant. Donc pas qu'il fallait partir tard, mais moi c'était pas mon style. Et puis je vois en fait que je vais bosser le matin. Je suis pas en train de rêver, je vais craquer un sujet sur un machin, parce que je me dis attends, c'est plus du tout ça qui se passe dans ma tête. Et du coup je me dis mais attends les mecs, le mail client qu'il faut envoyer à 23h pour cloquer un truc avant la fin du mois parce que ça fait augmenter tes... Là je le ferai demain, si tu veux. Et donc je rentre là-dedans et je me rends compte, je mets quelques temps à me rendre compte. Et dès que je me rends compte, j'ai fait ok, faut que j'arrête. Okay. Ça a vraiment passé comme ça, donc je vais parler au partenaire principal d'Euraseo, ou d'ID Invest, ça a fusionné, pour ceux encore une fois qui sont dans la tech, qui est le plus gros fonds français, et un des plus gros fonds d'Europe. Et je prends un café avec lui, et on doit être en mars, et je lui dis, je pense qu'il faut que je parte. Il fait, quoi machin, et je dis, en fait, je pense que je commence à être mauvais pour la boîte, parce que je suis en train de bosser, là. Je suis pas en train de kiffer, et donc ça n'a pas le même impact, et donc je travaille moins, et donc il y a des trucs qui me saoulent, que j'ai pas envie de faire, que je fais pas, etc.
Il prend très très bon point, donc moi ça m'enlève une pression incroyable. Et après je prends tous les board members, donc tous les membres du conseil d'administration, un par un, dans les cafés, et puis je leur explique ça. Et franchement, à part un, que je ne citerai pas, ils l'ont tous très très bien pris. J'avais 7 fonds d'investissement différents au conseil d'administration. Ça faisait les boards, il y avait les stagiaires, machin, etc. On était 30. Hein. C'était un sacré délire. Mais ils le prennent très très bien et on l'acte hyper vite. En juillet, je propose à ce moment-là à mon N-1, Gaëtan, qui était avec moi pendant un petit bout de temps, de prendre la suite. Bon, l'avenir nous dira ce qui est la décision de ma vie, mais en prendre la suite, et notamment parce que c'est peut-être un peu trop une solution de facilité pour moi, c'est évite de chercher, de perdre un an. Donc il prend la suite, et en fait je pars quoi. Mais ça se fait comme ça, et je pars très bien. Et le premier commentaire que je me suis fait quand c'était fini, on annonce à la boîte en septembre, en fait en juillet je suis déjà parti moi, 2022, on annonce en septembre, et je rentre chez moi, et j'ai une espèce de boule de stress qui... Donc on n'a pas forcément conscience quand on est dedans, si tu veux. Des gens qui dépendent de toi, les business angels qui ont donné de l'argent, les fonds d'investissement, les employés, les machins, tout le monde dépend de toi en fait. Et c'est très bien. Et en fait, tu penses pas trop, t'avances, c'est pas grave, tu vois. Quand tout d'un coup tout ça s'enlève, il y a eu un baisse de tension, c'était assez incroyable. Bon, je suis reparti très vite, parce que c'est une passion, c'est pas un métier, mais ça m'a fait du bien. Et donc voilà, je partais en 2022, j'ai revendu la quasi-intégralité de mes parts en repartant. Hein. Très belle valo, donc j'ai fait financièrement quelque chose de magnifique, et puis c'est reparti pour la suite. Donc là, tu lèves le pied un petit peu, tu as cette boule de pression qui s'enlève. Lève le pied là. Pendant combien de temps tu lèves le pied ? Pendant 1 an, Call of Duty, je suis devenu assez bon à Call of. Pour ceux qui suivent, j'avais un bon KDR. Je commençais à être, je me suis même plus que ça, j'étais tellement passionné par Call of Duty que je me suis demandé si je pouvais passer pro. C'est complètement absurde, absolument impossible, commencer trop tard, j'étais beaucoup trop nul, mais je me fais un petit 15-18 heures par jour quand même. Hein. Ah ouais. Donc je suis vraiment rentré à fond. Tout ce que tu fais, en fait, tu le fais à fond, ou tu le fais pas. Ça me passionnait, c'est comme un sport, c'est assez sportif, et donc je progressais et tout, et pas du tout, impossible. Les mecs qui commencent à l'âge de 8 ans, ils ont pas encore mué que tu prends des roustes. Donc voilà, mais je fais quand même ça pendant un petit bout de temps, du sport à côté également, le sport que je fais, donc j'en fais beaucoup. Et puis au bout de quelque chose comme 1 an, le naturel, je commence à avoir des idées, des machins, et puis progressivement, c'est reparti quoi. Tu te fais rattraper donc par l'entrepreneuriat, et qu'est-ce qui fait que tu lances Aka ? Pourquoi ce projet spécifique ? On monte ça avec Anthony Bourbon. Okay. Je ne sais pas si tu le sais, mais je pense pas que tu le saches. Mais en fait, Anthony, on se met à table à peu près en même temps. On voulait monter une boîte ensemble. Finalement, on s'est dit qu'on avait 2 gros caractères et que ça n'allait pas le faire. Donc on fait une boîte à côté, mais on se dit qu'on va la lancer en même temps et on va partager de l'equity, etc. Et on a la même discussion autour du fait que ça fait 50 000 fois qu'on investit, nous à titre perso on investit beaucoup, et qu'il y a plein de gens qui nous demandent de nous suivre, de ta mère au banquier, à ton pote, à un mec que tu connais pas sur Insta qui dit je peux te suivre. Alors lui en plus il venait de commencer à faire, je crois qu'il venait de commencer à faire, qui va être mon associé, il commençait à faire de la visibilité, et donc c'était un peu fréquent, et on s'est dit mec, l'investissement en start-up, ça fait rêver plein de gens, écoute-moi bien, parce que les gens ne le savent pas, mais je pourrais t'en parler. La classe d'actifs la plus rentable du monde depuis 30 ans, systématiquement, année après année. Donc les gens ont l'impression que c'est risqué, parce qu'ils comprennent mal le sujet. Personne, et là je vais me faire rattraper par l'AMF, donc je ne vais pas finir ma phrase, mais en réalité, quand c'est bien fait, ça a un TRI moyen annuel, donc un taux de rendement annuel de 20 à 25% par an depuis 30 ans. L'immobilier, c'est 8%, la bourse, c'est entre 5 et 10, c'est très largement au-dessus. Et je te parle de moyenne, hein. Les moyennes sont basses. Ouais. Toutes les moyennes sont basses. La moyenne de la taille d'un être humain, c'est bas. La moyenne du revenu moyen en France, c'est bas. Les moyennes sont basses. Là, je te parle de la moyenne. Voilà. Et donc, on voit que c'est mal compris, que les gens en ont peur, qu'ils n'y vont pas, etc. Notre chiffre, il y a 113 millions de personnes en Europe qui ont investi l'année dernière, étude BlackRock, 113 millions de personnes qui ont investi en Europe en bourse l'année dernière. Et là-dedans, tu as, je ne sais plus, 0,002% en entreprise privée. Start-up, c'est une entreprise privée, elle n'est pas cotée. On se dit qu'il y a un truc à faire. Voilà. Donc lui, il prend la France, moi je sépare de la France, je prends une autre marque qui s'appelle Aka, et je dis je prends le reste du monde, et concrètement, on ne se marche pas dessus pour l'instant. Lui, il prend un chemin un peu plus créateur de contenu, influenceur, télé. Moi, j'approche ce sujet plus en mode entrepreneur tech, donc c'est pas du tout le même play, c'est pas les mêmes prix, c'est pas le même produit, je fais du marketing, c'est très différent. On ne fait pas la même chose, enfin en tout cas on ne le fait pas de la même façon, mais c'est la même approche, c'est de se dire il faut ouvrir
au monde l'investissement en société privée parce que ça marche concrètement. Voilà, c'est pour ça que je fais ça. Tu parlais de business model. Et ça me passionne. Et justement. Je disais, j'ai un problème de business model. Ouais, c'est privé ça, bon, je peux en parler, mais c'est quoi? C'est quoi déjà le business model de base de Aka? Si tu veux parler de ton problème de business model, tu peux, ça peut être intéressant. Bien sûr, je peux en parler. Bon, je vais me faire engueuler par mon co-founder, je pense, mais c'est pas très grave de toute façon. Mon business model, c'est comme là, je ne fais pas la même chose du tout, mais tu as un abonnement et ensuite tu as des fees sur tes invests. Très classique, ton abonnement, tu as accès à un investissement toutes les 2-3 semaines. Donc en fait, je t'ouvre la porte de gens qui vont chercher partout en Europe. Donc là, je suis qu'en Europe. Je suis pas en France, mais je suis partout en Europe. Enfin, je peux investir en France, mais j'ai pas de user français. Qui vont chercher des centaines de boîtes à gauche à droite tous les mois, qui vont les analyser. J'ai que des mots anglais qui me viennent en tête, c'est terrible. Qui vont j'essaie de m'empêcher les analyser. Tac, tu vois, je trouve pas le. Voilà. Qui rentrent dedans et qui après font tous les appels. Et non pas des calls, qui font tous les appels et qui étudient ces dossiers et qui finissent par dire go une fois toutes les 2-3 semaines. Okay. Et donc en fait, on fait tout ce travail, on prend les gens par la main, on fait non, on va pas tout seul, on va pas te foutre sur Tudigo, je sais pas quelle plateforme où on te propose 20 boîtes par 20 boîtes avec des moitiés de trucs qui sont bio, green, machin. Je m'en occupe, je t'en donne une toutes les 2-3 semaines, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai fait le taf en amont. Voilà, et donc on part là-dessus, et donc c'est un modèle membership, adhésion. C'est un modèle adhésion, plus des frais sur les. On a des adhésions qui vont de un peu plus de 400 euros 39 euros par mois, en gros, à 250, si tu veux, selon différents sujets. Et donc, j'ai volontairement fait, ce qui n'est pas le cas de Blast d'ailleurs, j'ai volontairement fait un premier panier qui est en fait finalement accessible à tous pour qu'une personne qui a envie d'investir 2000 euros, il puisse le faire sans qu'il ait l'impression d'avoir des frais énormes, si tu veux. Voilà. À côté de ça, on offre de la formation, etc., pour essayer de les accompagner. Bon, des événements, etc. Tu connais ces sujets très bien. Donc voilà. Et mon petit problème de business model, c'est que j'ai un coût d'acquisition qui est un peu trop élevé par rapport à mon AOV. D'accord. Donc l'AOV, c'est l'average order value. Donc c'est mon panier moyen. Encore une fois, c'est le sujet que tu connais par cœur. Mon panier moyen est un peu trop bas par rapport au coût d'acquisition que j'ai. Et on dit souvent, en termes de business model, le truc à retenir, que tu dois avoir un rapport de CAC, donc de coût d'acquisition, le coût marketing, à ce que le client t'apporte, de minimum 3 pour que ton modèle soit rentable. Ouais. C'est quand tu vois 1000, 1500 projets, tu te rends compte qu'en fait, si tu as ce ratio 1 pour 3, indépendamment de si c'est un restaurant, un truc qui vend des tapis ou un machin, etc., en fait, ça fonctionne assez bien. Je suis un peu en dessous. Et donc là, j'essaie de comprendre comment je fais monter mon panier moyen, concrètement, tout en gardant ma logique de base, qui est que j'aimerais que tout le monde puisse le faire, parce que je pense que si tu as un peu d'argent, faut pas tout là-dedans, garde du cash en liquide quand il y a un problème, fais un peu d'immobilier, etc. Prends 20% de ton cash et je t'en supplie, fais de l'investissement privé, parce que c'est vraiment rentable, en moyenne. Donc je tente de craquer ce sujet-là. Ok. Voilà. Et donc je passe mon temps là-dessus. Et comment j'augmente un panier moyen, comment je diminue un coût d'acquisition, comment je fais ça. Voilà. Sans pour autant augmenter le prix de base, parce que tu n'as pas envie non plus de limiter l'accessibilité. Exactement. Ouais. Donc comment est-ce que un vrai sujet. Donc, tout se joue finalement sur l'upselling ou des choses comme ça. De l'upsell, donc ce que tu vends à côté. Est-ce que malgré tout, j'augmente de 10 euros, peut-être le panier moyen, par mois, peut-être que 10 euros, c'est pas beaucoup et ça fait quand même le truc. Ouais. Tu vois, je sais pas. Et quand tu fais de l'upsell, donc quand tu fais de la vente additionnelle en plus de tout ça, qu'est-ce que tu vends, pourquoi, comment Tu disais que vous êtes partout sauf en France, mais c'est quoi partout? Vous êtes dans quel pays actuellement? Toute l'Europe. Alors, moi, j'ai ouvert l'Espagne, l'Italie et les pays nordiques d'Europe tout de suite. Ok. Pour mettre un peu plus de complexité dans la complexité, prenons des pays où on ne parle pas la langue et allons-y. Tout de suite, donc il y a 18 mois. Enfin, je commençais par l'Espagne et j'ai ouvert il y a 6-7 mois Italie et les Nordiques. Pour les membres, bon, j'ai quelques Français qui traînent si tu veux, mais je ne vise pas la France. En revanche, j'investis partout en Europe. Donc j'investis en France, en Angleterre, en machin, etc. Et là, je suis en train progressivement de me développer dans d'autres pays. Voilà. Mais tu sais, c'est pas les États-Unis, c'est terrible de scaler un sujet en Europe. J'en parlais récemment d'un truc, c'est terrible. Chaque pays a sa langue. Ouais. Il faut faire tous les types de contenus. Tu fais plein de contenus vidéo, toi. Mais il faut tout faire, il faut trouver les mecs pour le faire déjà. Espagnol, italien, suédois, machin, polonais, allemand. Il faut tout refaire, il faut trouver les mecs qui ont le bon charisme pour, machin, etc. Il faut tout traduire, tout retourner, tout monter. Tout, gérer la communauté, il faut tout faire en fait. C'est horrible. Et en plus de ça, tu as des sujets comptables, fiscaux, etc. En enfer, il faut créer une société à chaque fois partout différente, il faut tout consolider. Non mais c'est un calvaire. Et donc tu as l'impression d'avoir 400 millions, je sais pas combien en Europe, tu te dis c'est chouette, mais en fait c'est pas du tout un marché consolidé, hélas. Et donc c'est sûr quand tu vas en Chine, en Inde, aux États-Unis, où ils ont un marché en milliards ou en centaines de millions de personnes qui parlent la même langue, la même culture, etc., c'est tellement plus simple. C'est pour ça qu'il y a un nombre de licornes, j'ai fait un post hier sur LinkedIn là-dessus, il y a un nombre de licornes, bon,
n'y a pas que des licornes dans la vie. Hein. Mais si on prend ce truc, il y a un nombre de licornes qui a fait comme ça depuis 2000 versus la France, qui est ridicule. Quoi, genre, mais parce que c'est très compliqué en France de monter une licorne sur un marché européen. D'ailleurs, les Doctolib, Back Market, etc., Conto, tout ça, ils n'arrivent pas à aller dans d'autres pays. Ils finissent par essayer, ils n'y arrivent pas. Du coup, ils rachètent des boîtes. Comme ils ont fait des grosses valos, un peu absurde, des grosses valos, ils ont un peu de cash, ils peuvent racheter des boîtes, mais en fait, c'est très compliqué. Et donc, tu as des gros mecs dans les ressources, un logiciel de ressources humaines, un logiciel de paix, etc., aux États-Unis, qui a un marché énorme, qui cartonne le truc pendant 10 ans, et une fois que lui, il est énorme, il arrive et il nous achète, nous, autres pouilleux, en Europe, en achetant un Français, un Espagnol, un Italien. C'est ça qui se passe. Bon, je tente de craquer ça en me disant, il faut que je parle au polonais. Okay. Voilà, et donc je suis en train de regarder en ce moment si je fais tout en anglais, si malgré tout, j'ai pas une cible de Polonais, pour prendre la Pologne, hein, mais de Polonais qui comprend ce que je dis en anglais, et peut-être que potentiellement je vise un marché plus petit en Pologne, mais tu vois, je suis en train de regarder ça. Mais c'est compliqué, parce que je sais très bien que si c'est en anglais, mes coûts d'acquisition vont augmenter, parce que les gens comprennent moins bien. Ouais. Or, je ne peux pas monter encore moins en Pologne, ça coûte, les mecs sont moins bien payés qu'en France, donc je ne peux pas augmenter mon panier moyen. Donc je vois les problèmes arriver. Ouais. Voilà. Donc c'est ça mes sujets en ce moment, c'est le sujet de business model. Je ne peux pas aller aux États-Unis parce que je n'ai pas la licence, parce que j'ai une licence, hein. C'est très très réglementé. Et au fait, je n'ai pas mentionné ça, mais tu as les trucs de régulation financière pays par pays. Donc moi j'ai l'AMF qui me régule, il m'a donné un passeport européen, okay, hors Angleterre, passeport européen, mais chaque organisme de régulation financière dans chacun des pays a quand même le droit de me dire que ça ne va pas. Et donc j'ai en plus de ça en direct tu vois un peu le sujet. Donc, je ne peux pas aller aux États-Unis parce que je n'ai pas la licence, et donc tu restes en Europe, et donc voilà, j'ai un sujet de business model, comme tous les entrepreneurs, on a tous les mêmes sujets, ça dépend à quelle échelle tu es. Est-ce que tu viens de commencer il y a 1 an, il y a 10 ans, je suis sûr que toi aussi tu as un problème de business model. Si tu te dis, j'ai enfin réussi à faire ça, entrepreneur.com, etc., je suis là, comment je fais x2 ? Bien sûr. Bah, si je fais x2 sur mes acquisitions de personnes qui veulent être formées, bah, le problème c'est que j'ai déjà pris tous les fruits en bas de l'arbre. Donc ils sont plus durs à aller voir, c'est des mecs un peu plus... il faut que j'aille voir d'autres niches de gens, mais ça va me coûter plus cher. Si du coup je veux monter les paniers moyens de ma formation, etc., ça va être soit abusif et moralement ça me dérange, soit les gens ne paieront pas parce que c'est trop cher. Et donc on a tous à un moment donné ces sujets de business model, il faut savoir se réinventer. Voilà. J'en suis pas encore là, mais en tout cas, je dois travailler là-dessus. Et je rebondis sur un point, tu parlais de la Pologne, par exemple, où ton coût d'acquisition risque d'être un peu plus cher si tu parles que l'anglais, mais en même temps, ils ont un revenu moyen, pour reprendre ces notions de moyenne, plus faible qu'en France, donc tu ne peux pas augmenter le prix. Non. Est-ce que par pays, du coup, tu as, en proportion du coût d'acquisition, des prix qui sont différents, et comment tu gères ces politiques de prix par pays, ces différentes communications? C'est un vrai sujet pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent et qui veulent se développer à l'international, mais rester peut-être en Europe dans un premier temps. J'imagine que tu t'es posé ces questions 100 fois, c'est un peu ton quotidien aujourd'hui. Comment tu gères ça? Tu as plusieurs façons de faire du pricing. Ouais. Voilà, c'est le mot, ça se dit comme ça, tu m'engueules pas. La définition des prix. Faire la définition des prix, c'est soit une approche par les coûts, soit une approche par le marché. Là, en l'état, je te réponds, j'ai le même prix partout, ce qui est une erreur. Mais encore une fois, tu dois prendre des décisions. J'ai pas le temps de faire du pricing dans tous les pays, c'est pas possible. En revanche, tu peux faire assez rapidement, c'est une approche par les coûts. Là, tu te dis, ok, si mes coûts moyens en interne ou alors ou le salaire moyen du pays, c'est tant, tu fais un rapport de ce que tu vends en fonction du salaire moyen du pays, par exemple. Tu peux faire des trucs assez rapides comme ça. La réalité, c'est que pour être précis, il faut être sur le terrain, comprendre comment les utilisateurs locaux sont prêts à payer, parce que, par exemple, mettons qu'en Pologne, ils gagnent 2 fois moins qu'en France. Je n'ai aucune idée. On va dire que. Tu pourrais te dire, si ma licence, elle coûte 1 000 €, je dis n'importe quoi, je la passe à 500. Okay. Mais peut-être que là-bas, en fait, en Pologne, en plus d'avoir 2 fois moins de trucs, peut-être qu'ils n'ont jamais vu cette offre. Donc en fait, 500 €, ça paraît énorme pour tester un truc qui ne savent même pas comprendre pas le sujet. Ou à l'inverse, peut-être qu'en fait, ça fait 50 mecs qui font ça, et donc en fait, ça n'a aucun sens, je suis beaucoup trop bas ou je suis beaucoup trop haut par rapport à ce que font les gens. Et donc, le pricing, c'est un vrai métier, il faut prendre du temps. Tu commences, tu ouvres plusieurs pays, pas le temps de faire ça. Je n'ai pas payé des études BCG, McKinsey qui vont me pipoter un truc avec 3 stagiaires pour me dire qu'il faut... Ben non, j'y vais, et en fonction des retours clients, progressivement, je vais adapter. Donc j'accepte de faire des erreurs. Je sais très bien que mon prix en Suède, mon pays est beaucoup plus cher que l'Espagne, c'est pas une Suède, ça n'a rien à voir, c'est la moyenne, etc. J'ai le même prix. C'est absurde. Mais j'accepte cette absurdité, parce que pour l'instant, je n'ai pas le temps de traiter ça. J'ai ouvert il y a 6 mois, je commence maintenant à voir en Suède mes coûts d'acquisition moyens, mon CPL, pour ceux qui font du web, encore une fois, mon cost per lead, etc. Et je commence à voir là où ça fait sens, pas sens, que potentiellement j'ai un petit problème de prix, etc. Progressivement, je prends les retours trucs, on fait des calls avec les membres, et voilà. Je fais cette approche-là.
C'est bien, choisir ses combats finalement c'est hyper important. Est-ce que tu as une façon de faire alors je te pose une question très complexe là, excuse-moi d'avance, hein, mais je sais que la priorisation pour beaucoup d'entrepreneurs c'est un vrai sujet, c'est vraiment très compliqué. On a toujours l'impression de prendre la mauvaise décision, toujours l'impression de passer à côté de quelque chose, toujours l'impression qu'on va regretter de prendre cette décision plutôt que celle-ci ou de prioriser cela plutôt que ça. Pour autant, là, toi, tu fais le choix délibéré, par exemple, de ne pas prioriser le fait de réétablir les prix par pays et tu te dis, je choisis ce combat plutôt qu'un autre. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui est face à plusieurs choix? Il sait qu'il doit améliorer cet axe, améliorer celui-ci et celui-là, mais il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de le faire. Comment choisir? Déjà, je suis en train de venir à ce sujet-là maintenant, mais 7 mois avant, pas 7 mois après, pas 7 mois avant. Donc, je disais ce matin, je suis sur mon Excel en train de regarder, donc je commence à regarder le sujet. Et je vais faire des tests en ligne, etc. Comment je priorise Je pose 3 sujets, te pose la question qu'est-ce qui bouge le. Je vais arrêter de te dire des trucs en anglais. Qu'est-ce qui a le plus d'impact? Qu'est-ce qui a le plus d'impact? C'est la petite aiguille là, sur l'accélérateur de la voiture. Là. Le baromètre. Le baromètre. Qu'est-ce qui bouge le baromètre? C'est tout. D'ailleurs, je parlais à quelqu'un de ma boîte très récemment. Là. Moi, je me rends compte qu'il y a un business model qu'il faut qu'on améliore. Et là, on se fait un meeting et tout. Et puis, il commence à me parler de 2-3 trucs d'amélioration, etc. Et je lui dis, mec, t'es en train de me. Je laisse parler. Et je dis, t'es en train de me parler comment améliorer la vitre et rendre le volant le plus beau alors qu'on a un problème de moteur. Tu dis cette phrase-là. Et donc, on commence à parler du moteur. Le moteur, c'est le business model. Et donc, il fallait pas traiter la vitre, qui était peut-être moche. On s'en fout. Il fallait pas traiter de la beauté du volant, qui était peut-être horrible. En fait, tout le monde s'en tape. Les membres, peut-être qu'il y a 3 membres qui ont vu qu'il y avait un problème. Et il fallait pas améliorer une feature de je sais pas quel produit qu'on trouve plus joli, moche, mais ça, on s'en fout complètement. Il faut améliorer d'autres trucs. Et donc, il faut se poser la question, sur ces 3 sujets, tu as l'impression qu'ils sont importants. C'est quoi le plus important? Mais c'est très simple. Je donne un exemple. Je reviens sur le recrutement. Très simple. Tu poses la question, il a 10 salariés en dessous de lui. Tu lui dis, tu as un mec qui est très fort. En général, tu as toujours un qui est fort, j'espère, parce que sinon, tant pis pour lui, mais il y a un mec qui est fort. Tu as 9 mecs qui sont un peu moins bons. Tu poses la question, tu dis, ok, mais si les 9 mecs en dessous étaient vraiment meilleurs, tu ferais plus d'argent? Ils vont te répondre, ah oui. Alors pourquoi est-ce que ta première priorité, c'est pas de remplacer les 9 là et de prendre 9 mecs qui sont meilleurs? Toi, c'est tout bête. Non, le mec, il est entrepreneur, ils sont 4, 9, 12. Il a la compta à faire, la paix, Micheline qui couche avec Robert, qui pose un problème. Et là, il a. Mais non, mec, c'est les ventes, les revenus, ta marge et tout. Et donc, il faut que tu regardes ce qui rentre là-dedans et que tu priorises en fonction de ça. Et même s'il y a la compta ou je sais pas quoi, le boulot n'est pas bien fait, parfois, c'est juste pas grave. C'est un peu frustrant, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, il faut comprendre pour arriver. Je sais pas quel est ton chiffre d'affaires. Je sais pas comment tu comptes faire x2. Mais peut-être que si on en parlait, juste en fait d'en parler pendant 1 heure, on se rendrait compte que tu passes 30% du temps à améliorer ton contenu sur Internet, alors qu'en fait, tu n'as pas de problème de contenu. J'en sais rien, tu vois. Et donc, c'est ça, peut-être un problème de marché. Peut-être qu'en France, tu es bloqué, là. Et ce ne sera pas parce que tu améliores de 3% le nombre de vidéos que tu publies en ligne, ou le CPL qui descend, pas pour ça que tu vas réussir à faire x2, tu vois. En fait, tu as un problème de taille de marché. Voilà. Et donc, les gens ne se posent pas les bonnes questions. On en revient au business model, il faut regarder à plat les sujets, et il faut prioriser ce qui vraiment bouge. Tu m'as dit quoi? Le baromètre. Bouge le baromètre. L'aiguille. Move the needle. Ouais. Voilà. C'est ça. Mais c'est un très bon point, le fait de choisir ses combats et puis d'identifier finalement là où tu dois mettre ton focus, mettre ton énergie pour pouvoir avoir vraiment de l'impact. En termes de chiffres, aujourd'hui, ACA, c'est combien de membres, combien de levées parce que ça fait pas si longtemps que ça, finalement. Ça vient de commencer. Écoute, on a dépassé les 3 millions d'ARR la première année avec... Enfin, c'est pas comptable ça, parce que l'ARR c'est pas comptable, donc il y a des trucs comptables et des trucs. Bon, 3 millions d'ARR avec 400 000 euros de bénéfices, si tu veux. Ce qui pour une fintech mobile dans la truc, c'est quand même assez exceptionnel. Donc on a fait une année de porcasse, disons-le comme ça. Et maintenant on va essayer de s'envoler vers les 10 millions d'ARR, c'est ça qu'on tente de faire. C'est un peu plus de 2000 membres là. Voilà. 2000 membres. Ouais, c'est tout petit, hein. C'est tout petit, mais 2000 membres, il faut aller les chercher déjà. 2000 membres, c'est une communauté, c'est des membres payants qui sont actifs. Etc., sur des sujets que je suis en train d'essayer de défricher, c'est d'expliquer aux gens qu'il faut arrêter de penser risque, etc., comme ça, qu'il ne faut pas regarder comme ça, il faut regarder les moyennes, etc., il faut que je dois déchiffrer ce truc. Si tu t'investis dans 3 startups, toi demain, tu as 3000 balles, 3 startups, tu peux tout perdre, donc c'est ultra risqué. Si tu investis dans 30, c'est plus du tout le même game. C'est plus du tout le même jeu. Si tu investis dans 30, tu atteins en fait la loi des grands nombres. Tu as plein d'études qui te posent la question à partir de quand tu atteins les moyennes. Complètement. En fait, c'est 30 la réponse. Et donc, c'est pas que c'est risqué, pas risqué, c'est qu'il faut que tu fasses du volume. Et donc, j'ai une mission déjà d'évangélisation en Europe, dans plein de langues, pour tabasser ça. Et en parallèle de ça, je dois être rentable dans mon business. Donc, on est 2000 aujourd'hui. Ça commence tout juste. Je suis autant concentré sur le fait de faire de la croissance que de faire une belle croissance.
et donc d'avoir mes chiffres qui correspondent bien, parce que sinon je peux lever 10 millions et aller arroser les murs et monter à 10 000 si tu veux. Mais c'est pas le but. Moi, j'essaie d'avoir 100 000 mecs en Europe, 100 000 personnes en Europe, c'est ça mon objectif. Sur 100 millions et quelques, j'essaie d'avoir 100 000 qui, tous les ans, récurrents, abonnés, investissent avec moi dans des entreprises privées européennes qui, du coup, mettent leur argent dans l'économie nationale et qui font progresser le pays en même temps que leur portefeuille. C'est ça mon objectif. Et en parallèle, je vais évidemment aller aux États-Unis, etc. D'autant plus que c'est 2000 mecs dans plein de pays différents et pas dans un seul. Et est-ce que vous faites que de l'acquisition payante type Meta ou autre avec tous les éléments que tu as évoqués, CPL, CPA, etc., qui me parlent et qui parlent à la plupart des gens qui écoutent le déclic d'ailleurs. Okay, ça, je sais pas. Où là aussi, tu vas chercher une personne à chaque fois par pays qui a un personal branding très fort sur lequel tu capitalises. Je suis en train de faire ça. Ok. Enfin, j'ai fait les deux. J'ai ouvert avec des gens très connus que j'ai signés en co-CEO avec moi, si tu veux, qui sont encore mes gros ambassadeurs de marque, quoi. Et donc un Pedro en Espagne, un Jon Olsson qui est très connu d'ailleurs en Europe, un Jon Olsson dans les Nordiques, etc., qui sont mes co-CEO, etc. J'ai compris que c'était pas scalable, business model. Donc il y a 9 mois, très belle croissance. Je me dis, bon, plus très belle croissance, ça coûte pas très cher. Parce qu'on paye une commission, plus plein de trucs avec lui, parce qu'on fait le truc ensemble, mais ça ne coûte pas très cher. Mais je dis, c'est pas scalable, j'arriverai jamais à 100 000 comme ça, il faudrait que j'en recrute 25 des mecs comme ça. D'abord, ils n'existent pas, ensuite, après, il faut gérer le contenu, etc. Inscalable. Et donc, je me dis qu'il faut que je passe à l'ad. Je passe aux ads, on lance ça début d'année. Évidemment, ça fait monter le truc. On est remboursé, on a un payback qui est instantané. Tu me dis que les gens comprennent. Donc, on a un payback qui est instantané, c'est-à-dire qu'on fait plus de revenus à l'instant T au moment où on fait de la pub. Ouais. Donc, ça permet de pouvoir envoyer beaucoup de pubs, etc. Donc, c'est très cool. Même si sur la durée de vie, il faut qu'on fasse plus. Ouais. Ton besoin en fonds de roulement, finalement, ta trésor, elle re-rentre. Exactement. Ça va me coûter 600, n'importe quoi. Je récupère 650 tout de suite. Et puis, du coup, moi, j'ai pas de. Donc, ça, c'est déjà extraordinaire. C'est pas si fréquent que ça sur mobile, en vrai. Voilà, mais néanmoins, j'ai besoin de faire plus d'organique parce que si je veux monter à 100 000, etc., il faut vraiment imposer une marque. Et l'organique, à la fin, c'est ce qui fait que ta boîte fonctionne. Ouais. Tu te ferais pas chier toi à faire autant de contenu si tu n'avais pas compris que et ton image rassurait et la vue gratuite, les vues gratuites, c'est ce qui permettait en réalité d'avoir un panier moyen d'acquisition qui est correct. Si tu faisais que du brute force ads. Bon. Donc je fais aussi monter là maintenant des country managers. Okay. En interne, qui commencent en connaissant très bien l'investissement, etc., mais qui sont personnes, et on les fait monter. Donc là, par exemple, en Italie, Nicolas Nati, qui est arrivé chez moi il y a 6 mois, 6-8 mois, qui commence déjà, 6-8 mois après, à être vraiment connu localement en Italie sur le sujet investissement en tech. Et on fait monter comme ça. Donc tu crées finalement des ambassadeurs de marque, des mini-influenceurs sur des thématiques précises en interne directement. Sur l'entrepreneuriat, l'investissement en tech, l'investissement en start-up, l'investissement en entreprise privée, on recrute des gens charismatiques. Je ne les ai pas tous trouvés là. Des gens charismatiques qui sont des bons sales, etc. et qui sont prêts à devenir la face de l'entreprise et à aller tabasser leur pays de contenu, d'explications, etc. Ouais. Je te pose cette question parce que certainement que tu te l'es posée et puis ceux qui nous écoutent se la posent pour ceux qui voudraient potentiellement faire ça. Parce que ce point répond à la problématique d'un entrepreneur qui se dirait « je vois le personal branding comme étant un vrai outil, mais je n'ai pas envie ou je ne peux pas ou je ne veux pas ou ci ou ça ». Être l'image. Pour autant, si je paye un mec en tant que salarié à le faire et que je mets mes ressources pour le faire, qu'est-ce qui me garantit, alors il n'y a pas de garantie dans la vie, mais qu'est-ce qui limite mon risque que pendant 1, 2, 3, 4 ans, je mette des ressources de ma boîte pour développer son image, développer son audience, développer tout ça, et qui se barre derrière avec son audience, sa commu et son truc et qui fasse son projet. Alors, je suis en plein sur ce sujet, encore une fois, de business model et je suis en train en réalité de réécrire des contrats parce que maintenant que j'ai compris. On peut parler de pivots, c'est pas des pivots. On fait des mini pivots un peu tout le temps. En fait, tu adaptes ton business à la compréhension du truc. Donc c'est pas du tout un pivot, mais j'ai compris que j'allais mettre un fort accent là-dessus. Évidemment, je dois refaire des contrats parce qu'il est hors de question que je mette des millions d'euros d'ads, Nicolas, si tu m'écoutes, des millions d'euros d'ads et de contenu et d'efforts et de salaire et de machin, etc., sur une personne qui s'en va avec tout ça et puis recommence à zéro. Impossible, ma boîte elle vaut zéro. Même personne n'ira me racheter. Enfin, il n'y a rien, c'est terminé quoi. Et donc, que lui, cette personne-là ou ces personnes-là prennent de l'influence, c'est une externalité positive. Il faut être content pour eux, tant mieux. C'est-à-dire que quand ils quitteront la boîte, ils auront créé un asset grave avec toi, etc. Mais au même titre que un mec qui était directeur financier adjoint, tu le recrutes en tant que directeur financier, il reste 4 ans, grâce à toi, il est devenu directeur financier, il pourra faire directeur financier ailleurs. Donc, il y a une externalité positive à ton recrutement, mais c'est très bien. Ouais. En revanche, il est hors de question de foutre de l'argent dans un robinet, dans un truc percé, et en fait, quand il s'en va 2 ans après parce qu'il t'aime plus ou parce que je sais pas quoi, non.
on est en train de posséder les chaînes de diffusion. Et donc, en fait, on recrée, et c'est nous qui les possédons, une chaîne Instagram, une chaîne etc., sur laquelle on met la tête de cette personne-là. Mais si elle s'en va, c'est moi qui la garde. Alors, évidemment, cette chaîne sera très fortement impactée par son visage qui sera partout. Oui, mais on la garde quand même. Et puis, on regarde comment, soit d'abord, on fait un partenariat avec lui pour qu'on continue, même quand il n'est plus là, ensemble. Il y a vraiment plein de trucs à faire ensemble, même 10 ans après, même s'il n'est plus là, à temps plein. Ou on met une nouvelle personne, malgré tout, qui a déjà fait de diffusion. C'est comme avoir une chaîne télé, si tu veux, et une émission dedans. Si le présentateur il s'en va, c'est chiant parce que c'était quand même la tête qui veut question pour un champion, que j'aime bien. Il y avait quand même la tête de Julien Lepers, si tu veux. Bon, on a perdu, on a fait monter un autre qui a repris l'émission. Ils n'ont pas perdu la chaîne, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut réussir à négocier, et à contractuellement faire ça proprement pour garder la chaîne, même si cette stratégie a comme truc négatif qu'effectivement, tu dépends d'une personne qui peut s'en aller. Bien sûr, bien sûr. Ça m'y fait penser, c'est un vrai sujet pour beaucoup de boîtes. Peut-être qu'à terme, avec l'IA, notamment Agent ou autre, même la personne qui part, si tu possèdes la plateforme, tu fais un contrat pendant 3, 4, 5 ans, tu as encore son image et puis Je t'invite à taper Thomas Rebaud, Espagne, Thomas Rebaud, Pologne, etc. J'ai essayé ça il y a 6 mois. Je me suis créé 15 comptes dans toutes les langues. Encore une fois, je dois trouver comment craquer le marché européen. Et donc, tu me vois parler en grec, en polonais, etc. Ce que je trouve plutôt bien fait, en vrai. Mais le reach ne fonctionne pas. On n'est pas encore là. Pour le moment, peut-être, bien sûr. On verra. Mais d'ici 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans. Ah, mais bon, si en faisant comme ça, on a le clone de la personne, tout est pareil et c'est magnifique, et qu'en plus, c'est prompté, oui. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. En vrai, on n'y est pas du tout même. Tous les gens, plein de gens vont dire, mais si on est presque, etc. Je te jure qu'on n'y est pas. Et je ne sais pas du tout si on est prêt d'y être. Parfois, tu sais, tu as le petit incrément, là, le petit passage au-dessus, le 1%, il est beaucoup plus dur que tout le truc d'avant. C'est pas du tout, tu vois. Et donc, si c'est le cas, tant mieux. Il y a un truc à faire. Mais dans quel cas, tu ne feras plus jamais une vidéo, toi non plus. Et puis, on fera tous des trucs en ligne. On rêve tous de ça. Moi, par exemple, je n'aime pas du tout faire du contenu. On me fait un peu chier, j'en fais très légèrement, mais c'est pas du tout un truc qui me passionne, si tu veux. Moi, j'aime bien le business, etc. Et donc, j'en fais un peu. J'ai essayé de faire ça, là, c'est en automatique, du coup, je fais rien, c'est en polonais, etc. Si ça avait marché, j'aurais été le plus heureux du monde, parce que du coup, je prompte un truc, ça fait ma voix, et hop, on n'y est pas. Ok. Vous avez levé des fonds avec AK ? On a fait rentrer... Ah oui, mais on l'a pas dit. On avait des fonds. Ok. On a fait rentrer un joli fonds d'investissement. Combien ? Pourquoi ? C'est quoi Je ne le dis pas pourquoi je ne le dis pas. D'abord parce que, pareil, à la différence de potentiellement comment j'étais il y a 10 ans, j'ai plus besoin de dire j'avais des fonds. Donc je m'en fous. À l'époque, mais c'est normal, hein, je trouve que c'est une évolution de truc. T'as 28 ans, d'un coup tu lèves quelques millions, t'es fier de toi-même, t'es fier qu'on soit fier de toi. C'est pas un truc malsain. Mais le fait est que ça disparaît dans le temps, si tout se passe bien. Et donc déjà, pas besoin d'en parler, je m'en fous. 2, j'ai envie d'envoyer le bazar médiatique quand j'aurai passé certains crans et que je serai vraiment en train de partir là-haut. Tu vois. Entre-temps, tu sais jamais, ça se passe très bien aujourd'hui, peut-être que dans 3 mois, il y aura un problème, je ne sais rien moi. Et donc j'ai envie de stabiliser un peu le sujet pour pas juste faire le coq pour rien. 3, j'ai pas envie de mettre la puce à l'oreille. J'ai un modèle assez incroyable qui n'existe nulle part, à part un peu en France, c'est quand même exécuté très différemment. Ni aux US, il n'y a rien, zéro. Donc j'ai aucune envie de balancer des gros montants parce qu'on a été assez efficace comme d'habitude sur la levée de fonds et qui va faire ses couilles, ça machin, c'est pas idiot de faire ça comme ça, etc. Non, pas du tout. Donc, si personne me connaît ailleurs que tout, ça va très bien. Et il y aura un moment donné où je me dirais, à l'inverse, j'ai besoin de devenir médiatique, beaucoup plus que ça, pour mon acquisition et pour être connu, pour créer une marque dans laquelle les gens ont confiance, et là je le ferai. Mais aujourd'hui, ce serait que de l'ego. Ça n'apporterait pas 1 euro de chiffre d'affaires. Donc, non. Bon choix, stratégique, le timing. Ouais. Merci Thomas pour tout ce que tu as partagé. J'aurais pu encore passer des heures à te poser plein de questions. Il y a plein de sujets, je pense, techniques sur lesquels on aurait pu échanger. J'ai une dernière question à te poser, mais avant ça, si vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai eu de plaisir à l'animer, bien comme à chaque fois, faites-le nous savoir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée si vous nous écoutiez en podcast. Et si vous étiez là avec nous en vidéo, eh bien, directement, mettez-le en commentaire. Partagez cette vidéo tout autour de vous. Thomas, est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence pour toi, que ce soit professionnellement, personnellement, que tu n'as pas partagé dans cette interview, que peut-être tu n'as jamais partagé. Ça peut être une simple phrase, une anecdote, une situation positive, moins positive, peu importe. Tu as carte blanche pour le mot de la fin.
Ok, ça va être en anglais. Parce que je sais que tu adores cette langue. Avec un bel accent français comme on l'aime. Un truc qui m'a fait un déclic dans ma façon de penser ma vie et mon business, c'était une phrase que j'ai lue en 2013. C'était work backward from objectives. Alors l'accent, j'ai tellement forcé l'accent anglais qu'on comprend plus rien, mais c'est travail à reculons de tes objectifs, si tu veux. Ça a intégralement changé ma façon avec laquelle je conçois mes business models, mon ambition, ma vie perso et ma vie pro. Et donc maintenant, je me dis pas, tiens, mettons qu'on parle professionnel, j'ai 3 vendeurs, on est en 2025, où est-ce que je suis en 2026 ? En me disant, 3 vendeurs, ça fait 200 000 euros, du coup ça fera 600 000, je me demande où est-ce que je vais être en 2026, et en fonction de ça, je recrute aujourd'hui, ou je fais mes plans en fonction de ça. Je le fais en perso et en pro, et ça a littéralement changé, tous les jours, ça a littéralement changé ma façon de travailler, je le répète à tous ceux qui veulent l'entendre, c'est en interne, je le diffuse tous les jours, et c'est à mon avis la seule façon de concevoir la vie comme il se doit. Merci Thomas. Et je t'en prie.